Voilà, monsieur, bonsoir. Merci d'être à nouveau des nôtres ce soir. Évidemment, c'est Cartes sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi le 4, à seulement 5 jours du championnat, ou du moins de l'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2021 qui se joue au Cameroun entre donc le 9 janvier et le 16 février prochain. Déjà, les premières délégations sont dans notre pays. Et cette compétition va se jouer dans un environnement mondial, vous le savez, marqué par la Covid, cette pandémie dont on suit l'évolution au fur et à mesure et pour laquelle, depuis quelques 72 heures, on parle d'un nouveau variant. Un nouveau variant qui fait l'objet de toutes les supputations, de tous les commentaires, notamment au Cameroun. Les équipes du professeur Raoul en France, à Marseille, ont donc détecté ce variant qui, semble-t-il, viendrait du Cameroun. Ici, au Cameroun, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, vient donc de démentir cette information. Serein et rassuré, le Cameroun va donc organiser sa compétition. On en parle largement, ceci dans le cadre, évidemment, de l'adresse du président de la République à la Nation. Paul Biya fait des annonces précises. D'abord, la création de 3 nouvelles universités dans des régions qui n'en avaient pas jusqu'ici. Et puis, on va revenir largement sur la recommandation présidentielle. Le président Biya encourage les populations à se faire vacciner. 4 panélistes, comme il est de coutume. Ce soir, on va les accueillir. D'abord, le docteur Ambroise Luison Essomba, il est enseignant d'université en poste ici à Douala. Bonsoir, prof. Bonsoir, Dipita, Tango. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. César Longré, les autres copanélistes, ils reçoivent mon salut fraternel et surtout une heureuse et bonne année 2022. Merci infiniment de votre amitié renouvelée. Le docteur Roger Eto'o est également sur ce plateau. Il est médecin du travail, médecin de santé publique. Il nous fait également l'amitié d'être là à nouveau ce soir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Dipita, et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. En service au port autonome de Douala. Merci vraiment de votre amitié renouvelée. Honorable Alice Rose Tongo Douala-Belle est également dans ce studio. Elle qui évidemment a fait un effort un peu supplémentaire pour aider notre ce soir. Je l'en remercie très sincèrement et particulièrement. Bonsoir Marlise. Bonsoir et merci de m'avoir convié. Et à tous, bonne année. Nous disons souvent, oh Dieu m'a aimé, je suis en vie. Mais non, Dieu ne nous a pas aimés. Dieu a aimé tout le monde, même ceux qui sont partis. Mais sauf que nous, notre mission n'est pas terminée. Et nous devons juste demander à Dieu de nous soutenir de manière à ce que cette mission soit remplie de la manière la plus éclatante. Merci encore. Et puis le docteur Marie Baga, elle est également médecin de santé publique, mais surtout coordinatrice du PCRN dans la diaspora. Elle nous vient des États-Unis et elle a souhaité ouvrir cette année avec nous. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir Dipita, bonsoir les autres copanélistes. C'est avec plaisir que je vous retrouve en ce début d'année. Et bonne année à vous et aux autres panélistes. Et c'est toujours un plaisir, quand je suis de passage au Cameroun, de venir vous voir ainsi que vos auditeurs. Merci de m'avoir convié à ce débat. Bonne année à vous, chères mesdames, chers messieurs, sur le plateau. Bonne année à vous également à la maison. C'est la première édition de Cartes sur table pour 2022. Derrière la transition, on entame la question sanitaire. Parlons donc de la Covid. Peut-être parole d'abord aux médecins sur ce plateau. Avec vous, on va peut-être faire une forme d'état des lieux en termes d'évolution de la pandémie, que ce soit ici ou dans le monde, et puis l'appréhension des populations, des autres, des pouvoirs publics. Docteur Roger Eto'o, si on essaie de faire une cartographie, si on essaie d'apprécier cette évolution, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? Je pense que le Cameroun vit la pandémie comme les autres pays dans le monde. Nous avions une situation assez stable, sous contrôle, jusqu'au début du mois de décembre. Nous étions d'ailleurs en train d'amorcer la descente de la courbe de la 3e vague. Et à l'instar de tous les pays du monde, nous semblons être sous la menace du variant Omicron.
Il n'y a pas encore de communication officielle dessus, donc je ne vais pas donner des chiffres, mais à l'observation empirique, nous observons une remontée de cas qui décrivent la symptomatologie du variant Omicron, c'est-à-dire un syndrome grippal brusque, violent, mais pas qui n'a pas une atteinte pulmonaire importante. Donc on voit justement très peu de cas graves et aussi le taux de rémission est aussi beaucoup plus court. On a noté sur des observations, nous qui recevons des patients à l'hôpital, que le taux d'incubation d'Omicron, en fait de ce nouveau, de cette nouvelle forme de Covid, ces 3 dernières semaines, le taux d'incubation tourne autour de 2 à 3 jours contre 7 à 14 jours pour les variants précédents. Et également, sa contagiosité est aussi très élevée. On voit qu'un patient, le R0, c'est-à-dire que le nombre de personnes qu'une personne infectée peut contaminer, tourne autour de 10 personnes, alors que les autres variants contaminaient autour de 2 à 3 personnes. Donc c'est un variant qui est extrêmement contagieux, mais qui semble également, la bonne nouvelle, peu létal. Et donc les symptômes également sont de plus courte durée. Mais son impact est beaucoup plus économique parce qu'il désorganise les systèmes productifs, il perturbe l'activité des entreprises avec un nombre plus important d'arrêts maladie et également de dépenses de santé. Donc, d'accord. Voilà, c'est un peu ça la situation. Nous attendons une communication officielle des autorités sanitaires pour nous donner les chiffres et évidemment pour éventuellement confirmer par le séquençage la présence d'Omicron dans nos murs. Docteur Marie Baga, Le Monde, lui, craint cette nouvelle variante B1.640.2 qu'on a découvert à Marseille. Est-ce une véritable menace comme les précédents? Ben écoutez, c'est ça l'incertitude un peu avec le virus à Covid-19, c'est que la capacité du virus à muter et à créer des variants, ou parfois même des mutants, est extrêmement élevée. De ce point de vue, ce n'est pas étonnant qu'on trouve en séquençant, en plus on fait des séquençages, plus on va trouver des nucléotides qui ont muté sur un ou plusieurs locus de gène du viral. Donc ce n'est pas du tout étonnant. Quant à savoir s'il serait plus virulent ou moins virulent, nous sommes encore au début. Et d'ailleurs, c'est très prématuré de dire de manière préemptoire que ça viendrait du Cameroun. Il faudrait attendre pour voir qui est le patient zéro avec ce virus pour essayer de conclure quant à sa virulence ou à sa contagiosité. Mais je reviendrai peut-être sur l'évolution de la maladie pour faire un peu un synopsis. Le docteur Toua a fait un synopsis sur le plan clinique. Je vais essayer d'en faire sur le plan un peu plus macro, c'est-à-dire santé publique. Il y a un an et demi, je pense qu'à la fin de l'année de 2019, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle 19, le monde a été frappé par cette maladie. Nous sommes passés de beaucoup de phases d'incertitude. Le monde a fait un lockdown général, les économies sont tombées à terre. Après, en début d'année 2000, après des essais, on a trouvé un vaccin. Ce qui nous a permis quand même, en ce qui nous concerne en Europe, de sortir de ce lockdown et la vie a progressivement recommencé. Nous avons donc continué avec la découverte des variants, notamment Delta et Omicron, qui sont en train de nous faire voir de toutes les couleurs, notamment Delta en termes de virulence. Quant à ce qui concerne le Cameroun, n'oublions pas, c'est pour ça que le docteur Eto'o est un peu plus réservé de donner les chiffres d'Omicron. L'Afrique a toujours eu 3 mois de retard, surtout cette infection, depuis le début. C'est pour ça que rappeler un peu les événements. Et le fait que Omicron n'est pas encore bien diagnostiqué, ou alors on n'a pas encore les données très claires, ça réside essentiellement sur 2 ou 3 facteurs. Le premier, c'est qu'on ne teste pas beaucoup
dans notre pays, d'une part. Parce que les gens ne vont pas à l'hôpital, il y a sur les réseaux sociaux une épidémie de grippe que tout le monde aurait et les gens s'inquiètent. On ne teste pas beaucoup, ce qui fait que le nombre de cas qu'on pourrait détecter est moindre par rapport aux autres pays Afrique, comme l'Afrique du Sud, qui testent énormément et séquencent énormément. Donc, on ne peut avoir tendance à se dire qu'ils ont plus de cas. Le deuxième facteur pour la prévalence d'Omicron au Cameroun est que les gens sont quand même un tout petit peu vaccinés, c'est de l'ordre de 2 à 5%, ce qui fait que, avec les adjuvants qui sont sur le terrain, la maladie, même quand quelqu'un arrive à l'hôpital à des formes graves, comme il a dit, c'est un vaccin, l'incubation est très courte. Dans la rémission aujourd'hui aussi, quand on est vacciné ou on a des anticorps, c'est aussi très rapide. On se remet rapidement, le test est négatif aussi, surtout quand on fait un test antigénique qui n'est pas très spécifique à Omicron. Donc de ce point de vue, Dipita, coronavirus fait son petit bout de chemin, mais je pense que ce qui est important à retenir, c'est que nous n'en sommes pas à la fin des variants, ni d'ailleurs des doses vaccinales. Pour nous qui sommes à la 3e dose, il faut que nous tous nous soyons préparés, surtout les Camerounais, avec la CAN qui arrive, à ce qu'il y ait une surge, je ne sais pas comment dire, une montée du moins des gens malades autour de nous, ou alors des hôpitaux qui soient prêts à recevoir des gens, parce que très certainement, les 3 mois de grâce que nous avions toujours eu pour nous préparer par rapport aux autres, nous arrivons à la fin et nous allons probablement voir la montée d'Omicron. Donc voilà un peu. 3 mois de grâce, avant peut-être de passer la parole aux 2 intervenants qui ne l'ont pas encore prise. 3 mois de grâce, ça veut peut-être aussi dire que ces variants ne sont pas d'origine camerounaise, on les reçoit, ils viennent de loin. Mais non, c'est pas... C'est pas comme ça que ça fonctionne, monsieur Dipita. Le variant... J'ai pris un raccourci. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure, l'Afrique du Sud, le docteur Etoile le rappelait dans un plateau, c'est l'un des pays d'Afrique qui séquence le plus. D'accord. Plus on séquence, plus on trouve de nouvelles choses. Et le variant, quand on dit qu'il viendrait de quelque part, c'est juste que c'est le premier endroit qui a pu retrouver ce variant. Mais rien ne dit que, d'ailleurs, Omicron, il est peu probable que la manière dont ça se propage aujourd'hui, que c'est les Sud-Africains qui l'ont amené en Amérique latine, aux États-Unis et consorts, ça veut juste dire qu'il a été découvert pour la première fois là-bas chez eux, mais il ne viendrait pas forcément de là-bas. Oui, peut-être un mot. Vous voulez ajouter? Non? Alors, Ambroise Joseph Somba, pour revenir donc dans le débat... Il ne faut pas que les scientifiques commencent. Pour revenir dans le débat, restez évidemment sur le sujet. On retrouve le président de la République qui a parlé de ce variant. À l'observation, jusqu'à présent, je veux dire, depuis l'arrivée de cette pandémie, cette maladie dans le monde entier, les comportements chez nous sont toujours, j'ai failli dire, sont récalcitrants. Dans ce sens que le respect des mesures barrières ou alors le protocole sanitaire lié à cette pandémie n'a pas forcément... Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je veux dire, le monde crie au danger. Mais le Cameroun, je veux dire, malgré le danger, c'est vrai, tout le monde se dit, on a notre petit Cléda, on a notre petit Koulitara. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette attitude-là? Dipita Tango, vous savez, au début de cette pandémie, l'OMS avait jugé ou bien présumé que le Cameroun, ce serait une catastrophe. L'Afrique en général. Une catastrophe, voilà, pour l'Afrique en général. Et même précisément, même le Cameroun. Je crois que je me rappelle de la sortie d'un des directeurs de cette organisation internationale. Alors, vous avez constaté que tout part aujourd'hui de quoi? Parce qu'il y a tout un doute qui est jeté. Quand vous avez vu la création d'un certain nombre de vaccins, on a commencé AstraZeneca, Sinotel, et finalement, les États n'ont pas précisément pris position par rapport à un vaccin qui pouvait justement garantir son efficacité. Et vous avez donc vu qu'à partir de là, cela a créé un doute auprès des citoyens. Et au-delà de cela, vous venez tout à l'heure de citer des cas. Je dois vous avouer que les Camerounais sont d'abord des sens traditionnalistes pour certains. Parce que quand vous dites aux gens, allez à l'hôpital, c'est comme si vous avez créé tout un mythe. Parce que les gens, je ne sais pas pourquoi les gens fuient l'hôpital. Mais vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, les gens estiment que les petites recettes de maman peuvent être plus efficaces ou préventives que les différents vaccins qui sont proposés et en qui on ne confère pas une certaine efficacité, une certaine garantie. Et ça peut faire de sorte qu'aujourd'hui, les populations sont presque rentrées dans leur caserne, chacun utilise sa petite potion pour essayer justement d'endiguer le phénomène. Mais vous vous rendez compte que même au niveau de l'État, vous avez vu à un moment donné, il y a eu une disharmonie
gouvernementale où certains ministres vous disaient non, écoutez, il faut le vaccin obligatoire. D'autres vous disaient non, c'est pas obligatoire. Et vous avez vu dans la sortie du président de la République l'autre jour, j'ai expliqué qu'en réalité, le président de la République est venu régler un problème. Parce qu'il dit, l'option vaccinale, oui, c'est la meilleure, mais je demande aux Camerounais de se vacciner. Je leur recommande le vaccin. Et je dis bien, le président aurait pu dire, j'exige l'option vaccinale au Cameroun. Vous faites comme ailleurs, prendre des tests de loi qui imposent. Voilà, justement. Et à partir de là, je comprends que le président de la République a pris une position de sagesse. Parce que, M. Dipita, je voulais vous parler d'un cas simple. Nous avons eu Jamo qui est venu à Bafia, dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. Il a fait vacciner un certain nombre de Camerounais. Nous avons eu près de 800 aveugles à Bafia. Les gens guérissaient de la poliomyélite, mais ils tombaient aveugles. Et à partir de là, je suis juriste. Je me pose bien la question de savoir si aujourd'hui l'option vaccinale est obligatoire et que nous avons peut-être 10 Camerounais qui tombent, qui va payer les frais de réparation? C'est en cela que la position du président est une position de sagesse. Il dit, je demande et je recommande. Et à partir de là, les Camerounais comprennent que si déjà le chef de l'État, du haut de sa posture, peut avoir une position de, comment dire, subtile, sans prendre une véritable position pour dire, écoutez, chers Camerounais, je suis le chef de l'État, je vous exige le vaccin. Cela peut justifier aujourd'hui l'attitude qui est celle des Camerounais. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas un vaccin qui confirme son état d'efficacité, les Camerounais prennent aujourd'hui le recul en optant pour des voies, pour des recettes, comment on dit, des recettes endogènes. Et je vais vous assurer que si, par exemple, Monseigneur Cléla avait été un blanc, je vous assure, il serait aujourd'hui célébré. Mais avec le préjugé du noir, du colonisé, on a l'impression que, vous avez vu, on bat à la retraite sur le produit qu'il propose, tout simplement parce que, justement, et ça je le pense, mais les autres pourront dire le contraire, mais je pense sincèrement que, en réalité, si ce monsieur avait été un blanc, vous devez pouvoir que son produit devait prospérer. Ben justement, Marlise Rose, et c'est un peu en cela qu'on trouve, qu'on observe comme une dichotomie, comme un discours ambivalent, changeant, allant dans les deux sens. Le président qui donne une recommandation, qui, le docteur Essomba le rappelle, n'est pas une exigence, mais dans les comportements, dans le quotidien, à la CAN, pour aller au stade, on exige le vaccin. Dans certaines administrations, il est plus ou moins recommandé fermement, je ne veux pas dire imposé, mais c'est tout comme qu'on se vaccine pour y accéder. Est-ce que justement, la position du Cameroun n'a pas cette ambiguïté? On y va pas, un pied devant, un pied derrière, la danse Bafia? Bon, au-delà de la latéralité qui est, somme toute, très relative, je veux dire aujourd'hui, le nombre de décès a énormément baissé. Il y a que la maladie évolue quand même d'une certaine façon. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez à un centre de test, s'il y a 100 personnes qui sont testées, à peu près 45 sont malades. À peu près, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Ce que j'ai aimé, c'est le fait que immédiatement vous êtes pris en charge. Personne ne sort du centre après avoir été positif, rentre chez lui sans être pris en charge. Et maintenant, ce qu'on constate, c'est qu'une fois arrivé à la maison avec ce qui nous est prescrit, nous y ajoutons les potions traditionnelles que nous connaissons et qui, somme toute, dont la pratique rassure le malade. C'est-à-dire que quand le malade a pris ces décoctions de feuilles, etc., il a l'impression que c'est c'est un soin de plus, c'est une protection supplémentaire. Quand le président dit qu'il recommande la vaccination, ça veut dire que, enfin, ce que moi j'ai compris de cette recommandation, c'est que la vaccination est une précaution supplémentaire. Puisque très vite il ajoute, vaccinez-vous, mais prenez soin de vous
en observant les mesures barrières, en continuant à observer les mesures barrières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, il serait partant pour la vaccination, mais en même temps, il préfère qu'on la renforce, certainement du fait de toutes les informations qui sont plus ou moins vérifiées, mais au fond, qui participent quand même à déstabiliser les gens par rapport à cette vaccination. Moi, je suis vaccinée. Et je me suis vaccinée. D'abord, je vais vous faire rire parce que la personne qui m'a encouragée à me vacciner me dit, voilà, je me suis fait vacciner. Je dis, ah, pourquoi? Comment ça se fait? Comment tu as pu changer d'avis? Il dit, parce qu'on m'a dit que tous ceux qui sont vaccinés vont mourir dans 7 ans. Et comme tous mes enfants sont vaccinés, à quoi ça sert que je reste seule ici? autant partir avec les enfants. Donc ça veut dire que dans l'esprit des gens... Chacun a sa raison, son mobile, ses motivations. Mais dans l'esprit des gens... Moi, je me suis vacciné parce qu'obligé d'être au stade. Voilà. Dans l'esprit des gens, il faut... Ah oui, donc... qu'on se pose la question de savoir, est-ce que ça va me rendre plus malade? Est-ce que je vais en mourir? Est-ce que ce que moi je sais, c'est que j'ai été vacciné et je n'ai eu aucune conséquence. Maintenant, sur le plan social, je voulais dire que ce qui peut justifier ce relâchement qu'on observe, c'est aussi que nous sommes déjà passés par plusieurs étapes. Nous sommes passés par la panique, la phobie. Tout le monde a paniqué, le corps médical a paniqué. Vraiment, c'était le branle-bas. Et puis après, on a comme une sorte de... On a dompté la maladie. Donc maintenant, chacun sait à peu près comment la gérer. Comment gérer son Covid. Voilà, on pourrait dire. Entre les cristaux de menthe et toutes les autres recettes. Justement, oui, donc. Je pense, moi, quand on m'interroge souvent sur les questions et les thérapies traditionnelles, et tout, ce que les gens, parce qu'on a beau fait souvent d'idéaliser Monseigneur Cléda, Ongul Betara et tout, si nous on levait le secret médical, mais on publierait énormément de statistiques des gens décédés de Covid qui ont pris toutes ces potions-là, qui ont pris du Cléda, de Ngulbetara, qui ont pris... Vous pouvez vous-même aller vous renseigner auprès des promoteurs de ces produits. Donc, ce n'est pas la panacée. Si c'était la panacée, je vous assure que même les Blancs seraient venus voler ces médicaments. Parce que entre nous, on a l'habitude de dormir. Si c'était la panacée aux États-Unis, vous connaissez le nombre de morts en France et tout, c'est que le médicament là n'est plus ici. Donc, nous, on considère encore ça comme on a donné Docteur, ça soigne. Je n'ai pas dit que ça ne soigne pas. Peut-être que ceux qui décèdent sont ceux qui ont commencé le traitement. La panacée, non, écoutez-moi. Non, écoutez-moi. Panacée, qu'est-ce que c'est qu'une panacée? Une panacée, c'est un remède miracle. Hein? Ça veut dire que pour dire que ça soigne tout. Je n'ai pas dit que ça... Mais tout dépend de l'état du malade. Une panacée soigne tout. C'est même, ça le thème. Même l'état grave. C'est ça le thème panacée. Je parle sur le thème. C'est pour dire, excusez-moi, pour dire qu'il faut d'abord relativiser ce concept. Hein? Et moi, j'ai toujours dit, moi, je suis médecin, mais je suis vacciné. Mais quand je rentre chez moi le soir, je demande souvent à mon épouse, fais-moi une tisane. Fais-moi une tisane d'eau chaude, de citron et tout ça, machin. Exactement, ça veut dire que quand on est en guerre, on utilise toutes les armes. Voilà. Y compris la vaccination. Y compris ces tisanes et tout. Donc, vous n'allez pas vous priver d'une arme sous prétexte qu'elle a été fabriquée par l'ennemi. Je mets ennemi entre guillemets. Donc, il faut que les Africains vraiment sachent raison garder. On a perdu beaucoup de gens. Moi, les médecins ont perdu on paye le lourd tribut de cette pandémie. 57 personnels médicaux sont décédés. Et ça, c'était vraiment... On est aujourd'hui au variant un peu doux. Aux premières heures, c'était vraiment... C'était une hécatombe. C'était une hécatombe. Donc, il faut que les Camerounais, et je dis ça, je le dis toujours, pour moi, et comme l'option du gouvernement, c'est de ne pas vacciner toute la population, comme ça se fait, vous voyez, en Occident. C'est de vacciner une population cible.
C'est-à-dire un nombre de personnes d'un certain âge qui ont des comorbidités, qui ont ce nombre. C'est eux la cible. C'est pour ça que la cible est de 20%. 20% des personnes à vacciner, contrairement en France où on est peut-être à 80%, à Israël doit être frôler 100%. Au Cameroun, on a bien étudié la cible et c'est elle qu'il faut vacciner. Et je suis très parce que vous voyez un peu les trois principales causes, les trois principales comorbidités associées au décès au Cameroun. Les chiffres sont là. 1, l'hypertension artérielle, numéro 1. 2, le diabète. 3, l'obésité. Et les autres là, le cancer vient. Mais les trois premiers sont vraiment comme dans un podium des Jeux Olympiques. Donc moi je vois des gens avec des comorbidités qui se comportent comme s'il n'y avait aucun problème. Mais quand le Covid, c'est quelque chose d'assez banal, quand ça trouve encore un organisme qui est solide, mais quand ça trouve un organisme avec des comorbidités, mais ça vous ramasse comme un jeu. D'accord. Et c'est ce message qu'il faut passer. Je voulais quand même, avant de passer la parole à Marie Baga, je voulais quand même avoir votre réaction sur la question précédente relativement au discours du président et cette attitude des Camerounais qui sont un peu comme à cheval entre deux positions. Oui, moi je pense que le président est dans son rôle. Le président, c'est la première autorité du pays qui prend des décisions sur la base des evidence-based policy. En la médecine, on dit evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves. Pourquoi je vous donne un médicament, il faut qu'il y ait eu des preuves et tout ça. Et evidence policy, c'est les politiques publiques basées sur les preuves. Une politique publique est par exemple celle de la vaccination. Et on a vu, elle a fait ses preuves dans un certain nombre de pays. Et il est de bon ton que le président de la République recommande une mesure qui a fait ses preuves, même si nous-mêmes, on n'a pas complètement mis des outils pour étudier ici, mais il a fait ses preuves ailleurs. Et c'est pour cela que le président est dans le bon ton. Mais maintenant, il prend également des décisions en fonction du contexte social, du niveau d'acceptabilité et tout selon... Le contexte de policy, parce qu'au Cameroun, la vaccination n'est pas obligatoire. Il ne peut pas aller exiger ça devant un discours avant d'aller le changer à la suite. Exactement. Parce que, par exemple, ailleurs, il y a des lois. Il y a des lois sur la vaccination. Au Cameroun, par exemple, on n'a pas encore voté ou promulgué voter d'abord. Voter et tout ça. Par exemple, un code de santé publique. Ailleurs, il y a des codes de santé publique. Au Cameroun, il n'y a pas encore un code de santé publique. Où on va donc... Le président est donc dans un rôle à la fois de régulateur, de pédagogue, de père de famille, où il l'encourage et les gens doivent... Excusez-moi un peu, je ne suis pas un simili, mais c'est très rare de voir le président prendre une position aussi encourageante. Il a dit fermement parce que, vous voyez, parfois même l'anti-vaccinisme ou l'hésitation vaccinale est ancrée parfois même au sommet, chez les grandes autorités qui doivent encourager la vaccination. Et là, le président prend sur lui de dire « j'encourage ». Et il va plus loin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est au fait, il dit « ne vous laissez pas séduire par les discours, les discours complotistes ». Vous voyez, ça dit qu'il est au courant, il dit ne vous laissez pas séduire par les discours complotistes, vaccinez-vous. Et j'espère par exemple que l'honorable Marlise qui est ici, qui est une militante du RDPC, saisit la balle au bon, saisit la balle que le président a dit, et c'est elle maintenant qui doit relayer ce message de dire, chers Camerounais, arrêtez les discours complotistes. Le président a recommandé de se vacciner. Ce sera dans la propagande du parti. Marie Baga, sur la réaction par rapport au président à la question précédente. Oui, avant d'aller à cette question, je vais... Docteur Louison et Somba a dit certaines choses. Vous savez, depuis la pandémie, j'ai beaucoup éduqué sur les réseaux sociaux en ce qui concernait le Covid. Et à un moment, j'ai arrêté tout. Parce que ça ne sert à rien d'éduquer les gens qui ne veulent pas éduquer. On a beau amener l'âne dans le marigot, s'il ne veut pas boire, il ne boira pas. La première chose, je veux juste rappeler le taux de guérison naturelle de la maladie. Parce que quand on parle souvent de vaccins, des gens de Ngulbetara qui soignent, etc., on est de l'ordre de 90% à 95 à 90% de taux de guérison naturelle de la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des symptômes de Covid,
vous ne mourrez que dans... vous ne faites la maladie grave que dans 5 à 10% des cas. C'est énorme. Si vous avez un cancer, on vous dit que vous avez un taux de guérison possible de 90 à 95%, on commence à sauter que c'est pas très très grave. Ça veut dire que même avec de la bouffe qu'on mettrait quelque part, on vous dirait buvez ça, vous avez 90 à 95% que vous pensiez que c'est cette boue-là qui vous a soigné, alors que votre système immunitaire à lui tout seul aurait fait ça. Il faut que les Camerounais comprennent déjà ça. Quand j'ai fini de dire ça, je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur et je l'avais déjà dit ici l'année dernière à Dipita. La médecine traditionnelle, nous avons vécu avec ça. On va à l'hôpital, on prend les médicaments du blanc comme on appelle et on va à la maison psychologiquement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça nous aide à absorber les deux et ça n'a jamais posé un problème au sein de l'opinion nationale ou populaire africaine. Cependant, l'Afrique, le Cameroun en particulier, autant que nous sommes, on a quand même échoué à mettre en valeur cette médecine traditionnelle à nos jours. Ce qui se passerait dans des pays, je dirais pas dans des pays normaux, mais je suspecte quand même que, comme Dr Etoua a dit, les gens qui ont créé ces médicaments, ils ont assez de recul, 2 ans de données pour eux-mêmes conclure ou pas que leur histoire là est vraie ou pas. Il y a ce qu'on appelle des études double blind, c'est-à-dire vous mettez des gens sur placebo et les autres sur le Ngulbetara ou bien le médicament de Monseigneur Cléda. C'est une expérience simple, ça ne nécessite pas grand moyen. Et je dis encore, après 2 ans, ils ont assez de données pour conclure. Pourquoi ils ne concluent pas? Rappelons-nous l'expérience de Madagascar, Dr Etoua. Ça a donné quoi? Ça a accouché d'une souris. En science, les incantations, c'est pour ça que la médecine traditionnelle est tellement précieuse qu'il faut qu'on évite de jouer avec pour que les gens pensent que ce sont des incantations. Je veux bien croire que tous les médicaments traditionnels que nous avons, qu'on a d'ailleurs appelés adjuvants, les vitamines sont les adjuvants, over the counter on les achète, ça veut juste dire que ça aide dans le processus de guérison sans être le principe actif. Quand on a ces adjuvants-là, je vous le dis encore, même les feuilles de goyavier comme on buvait, c'est aussi un adjuvant. Il faut qu'on aille un peu plus loin, à faire en sorte qu'on puisse conclure là-dessus, comme Madagascar a conclu, Dr Luison Estouma. Je ne doute pas que ça puisse soigner les gens. Au jour d'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas en mesure de prouver, même au Gabon à côté. On ne parle même pas de partir jusqu'au Sénégal, mais au Gabon à côté qu'ils ont des preuves tangibles que c'est quelque chose qui marche. On pourrait même en devenir riche en tant que pays si on avait la solution curative au Covid. Maintenant que j'ai fini de dire ça, il faut vraiment que ce type de débat, j'ai arrêté de les avoir avec des gens qui ont des visions assez populistes de la maladie. Nous sommes conscients qu'il y a une réticence dans l'opinion nationale parce qu'il y a les anti-vax qui dissémine des tas de théories, on comprend. Mais quand on prend un peu de recul, qu'on connaît un peu, surtout le taux de guérison naturelle de la maladie, et surtout qu'on sait comment on fait pour prouver qu'un médicament pourrait ou pourrait ne pas marcher, Madagascar nous parle. On n'en parle plus aujourd'hui, parce que ça n'a pas donné grand-chose. Il faudrait qu'on encourage plutôt ces gens qui ont fait ces médicaments à publier déjà, parce que je suis convaincue qu'après 2 ans, ils ont des données, qui publient déjà les données qu'ils ont, cherchent des financements auprès du gouvernement ou des bailleurs de fonds internationaux pour pousser un peu plus loin pour voir où est-ce qu'on peut nous mener. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur le discours du président. Vous savez, je suis rarement en accord avec notre président de la République parce que j'estime qu'après 40 ans, quand même, il y a beaucoup de choses. Il est essoufflé, il est fatigué. Mais pour une fois, je l'ai trouvé très au fait, très current, comme on dit en anglais, c'est-à-dire très au parfum des choses. Si vous avez remarqué dans son discours, il est allé assez méthodiquement pour expliquer de quoi il s'agissait. Les épidémies, on en a connu. Il a raison. Mais l'histoire nous donne l'occasion d'être optimiste parce qu'on les a toujours vaincus. Ce sera ni la première ni la dernière, il l'a dit. Et c'est tellement juste. Et il faut continuer à se battre contre cette épidémie avec les moyens que nous avons. La distanciation sociale. Moi, je suis vaccinée, j'ai 3 doses de vaccin, mais j'ai mon masque. Donc, la distanciation sociale, le port du masque et la vaccination qui vient être une mesure supplémentaire. Je finis par là en disant que quel est le but de la vaccination? Parce que Dr Luison Estouma, excusez-moi de revenir là-dessus, je vous apprécie beaucoup, mais il y a certaines choses, en tant qu'intellectuel, on devrait pouvoir prendre du recul. La vaccination n'a pas pour but d'éradiquer toute contamination. Je répète, la vaccination n'a jamais eu pour but d'éradiquer la contamination. Quand on faisait les BCG, docteur, et toi, quand on fait IDR à quelqu'un, ça réagit.
Ça veut dire que vous avez été en contact avec le bacille de Koch. Il y a des gens qui avaient été vaccinés au BCG qui faisaient la maladie. Le vaccin, il n'y a aucun vaccin que je sache aujourd'hui, chers collègues, vous me direz qu'il y a une efficacité à 100%. Ça se saurait. Le vaccin est une mesure qui complémente l'immunité de l'individu pour lutter contre les épidémies ou des maladies qui, autrement, sans cette supplémentarité, on serait très vulnérable. Donc, le vaccin de Covid qu'on a en ce moment n'a pas pour but, je le dis à ceux qui nous regardent, il n'a pas pour but de nous empêcher d'attraper Covid. Je dis, moi j'ai 3 doses. Ça ne m'exempte pas d'attraper la maladie. Mais ce que ça m'exempte, c'est de faire une forme grave et éventuellement d'en mourir. Les gens qui sont vaccinés aujourd'hui chez nous aux États-Unis et en Europe ne sont pas ceux qui sont le plus à l'hôpital. Ce sont des faits. Ce sont des non-vaccinés. Donc quand on a fini de dire ça, que les gens arrêtent de dire que ce vaccin-là ne protège pas contre la maladie. Ce n'est pas son but de nous protéger contre attraper cette maladie. Mais par contre, il réduit considérablement notre capacité à faire des formes graves et à mourir. Et aussi, pour finir, en Europe, nous on dit, c'est un acte social, la vaccination. Pourquoi nous on a été dans le lockdown? Je ne me suis pas vaccinée parce que je sais exactement, c'est un vaccin qui a été fait rapidement, avec une technologie, il faut le dire, qui est en étude depuis longtemps, donc ça rassure quand même. Mais nous nous sommes vaccinés parce que c'est un acte social pour participer à ce que l'économie et le monde reviennent à la normale. Ceux qui refusent de se vacciner, en tout cas chez nous, quand je dis chez nous, pas au Cameroun, mais là où j'habite, c'est un acte antisocial qui aujourd'hui les gouvernements sont en train d'aller loin à restreindre les libertés de ces gens-là parce que finalement, ils ne veulent pas qu'on retourne à la normale. Docteur Ambroise Somba, maintenant rentrons dans l'actualité pressante. Il y a la CAN. Et tout le monde, les médecins avec, se dit, avec le public qu'on attend, les équipes, c'est quand même 24 équipes. Ce sera certainement 24 délégations de supporters. Je ne parle pas des officiels, je ne parle pas du staff de la CAF. Tout le monde... et puis il y a eu cette crainte d'ailleurs au niveau de l'organisation de la CAF, Confédération africaine de football, qui a poussé le gouvernement à prendre quand même des mesures assez, j'ai failli dire, assez fortes. Obligation vaccinale plus test pour avoir accès au stade. Je dis que maintenant, face à ce grand événement-là, que doit-on faire? Comment on y va? Oui, avant de jeter un point d'honneur sur la question que vous posez, je voudrais quand même indiquer au docteur Marie qu'il y a un problème de communication sur le caractère du vaccin. Et elle vient de faire une très belle analyse en indiquant que le vaccin n'est pas une panacée, c'est-à-dire que ce n'est non plus un remède miracle qui va vous soigner ou vous empêcher de faire la maladie. Mais ce que nous retenons et ce que j'ai dit, c'est qu'il y a eu une polémique tout autour de l'efficacité du vaccin, que cela a créé auprès des populations une certaine, pas réticence, mais un recul. Un recul tout simplement parce que, Monsieur Dipita, moi je vais vous faire 2 cas qui sont des amis, ce sont des sportifs. Et l'un a pris le vaccin, il n'a pas de souci, mais un autre l'a pris, je vous dis, le lendemain, il était devenu méconnaissable. Vous voyez, quand vous vivez en direct, et pour des gens qui vous sont chers, vous vivez de telles choses, vous comprenez donc à quel point il y a donc une nécessité de communication. Parce que ce que venait de dire le docteur Marie, sur le caractère du vaccin, peut donc, dans un cadre de sensibilisation, permettre donc de se dire, OK, si le vaccin, en fait, ne vous protège pas, en fait, le vaccin peut vous protéger contre un décès ou bien contre les décès graves, mais si vous n'êtes pas vacciné, voilà à quoi vous vous exposez. Donc, il faudrait qu'à cela, il y ait une forte communication. Et je dis, la communication même gouvernementale n'a pas favorisé, n'a pas contribué à, à cet engagement, à cet engouement des populations à aller vers l'option vaccinale. Mais maintenant, vous avez, il ne faut pas qu'on se l'occulte ici. Les questions des vaccins, l'option vaccinale, tout cela, il y a des grands enjeux économiques. Il y a des très grands enjeux. Les firmes pharmaceutiques, on sait ce qui se passe. Donc, quand vous voyez la CAF venir imposer le vaccin, pourtant, nous avons eu un match du côté de la Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire jouait, je ne sais pas contre quel pays. Ils ont admis 10 000 spectateurs au stade. Monsieur Dipita, nous sommes toujours en plein dans le Covid. Mais qu'est-ce qui peut justifier que, dans le cadre de la CAN, ils viennent nous imposer
l'option vaccinale à tous ceux qui vont aller au stade. Ça devient donc très compliqué pour dire qu'il faudrait donc qu'à ce niveau, le gouvernement puisse faire une communication harmonisée pour dire aux Camerounais, écoutez, voilà, nous préférons, comme le président l'a dit, le président a bien dit que le vaccin est l'option meilleure. Lui, il estime que la vaccination est pour lui l'option qui semble être la meilleure de toutes. Ça veut donc dire à ce niveau-là, M. Dipita, que l'option vaccinale ne peut pas être considérée comme l'unique. On peut donc la compléter par d'autres éléments, et c'est ça que je rejoins l'honorable. Donc pour dire qu'il faut qu'on fasse très attention. Derrière ces questions de vaccins, il y a beaucoup d'enjeux économiques, beaucoup d'enjeux financiers, il y a des enjeux personnels, il y a des positionnements que les gens recherchent. Donc, il y a surtout l'enjeu sanitaire aussi. Donc, je veux juste demander quels sont les enjeux économiques qu'il y a dans ce... Mais l'enjeu économique, c'est les firmes pharmaceutiques, la vente des vaccins. C'est-à-dire? Non, mais écoutez, on a eu 3 cas de vaccins, par exemple, oui. AstraZeneca, Sanofi, il y avait un autre... Janssen. Voilà, Janssen. Alors, à partir de là, chacune des firmes peut tout faire, mettre en jeu des mécanismes de publicité et de propagande pour que son vaccin puisse passer avant ou plus que les autres. Ça peut justifier donc à ce niveau-là, on voit des intérêts économiques. Si, pour rejoindre Dr Mbaga, qui vous pose la question, bon, probablement, les firmes pharmaceutiques s'enrichissent, hein, c'est ça, avec ces vaccins. Ouais. Est-ce que, comme les vendeurs de parapluies s'enrichissent en vendant les parapluies qui nous protègent de la pluie là, c'est aussi bizarre, non? Mais ne faites pas une comparaison à ce niveau. Oui. Nous sommes ici dans une question de vaccin. Oui. Alors, ce qui se pose comme problème, c'est que vous ne l'ignorez pas. D'abord, vous êtes dans le secret, vous ne pouvez pas le dire. Ça veut dire qu'ils doivent faire le social. Ça veut donc dire que, non, pas faire le social, mais je dis bien qu'il y a une guéguerre au niveau, justement, de l'option vaccinale quant au vaccin le plus efficace par rapport aux autres. Regardez, docteur Marie, je le disais tout à l'heure, quand vous voyez déjà que plusieurs vaccins sont proposés, les États ne prennent pas position par rapport à l'un des vaccins le plus efficaces. Vous avez vu les problèmes qui se sont posés en termes d'efficacité. Autant que vous relativisez les produits traditionnels, mais on peut autant le faire pour les vaccins faits dans des firmes pharmaceutiques les plus développées. Donc c'est pour dire qu'en réalité... Les Chinois ne prennent pas le vaccin américain. Voilà, ne prennent pas. Non, attendez. Vous savez, Dipita, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai arrêté ce débat. Nous sommes dans un débat. Sur les réseaux sociaux, parce que les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Quels sont les types de vaccins qui existent et quelle est la compétitivité scientifique de ces vaccins-là? Il faut commencer par là. Quand monsieur parle des intérêts économiques et que les gouvernements ne prendraient pas position, c'est pas vrai. Les États-Unis... Non, attendez. Je vis aux États-Unis. Les États-Unis ont financé Pfizer. C'est devenu un nationalisme vaccinal. C'est cette compétition nationale que chacun voulait avoir des doses commandées avant pour essayer d'en avoir. Quand un pays nationalise ça, je ne sais pas quelle meilleure manière de prendre position on a, premièrement. Deuxièmement, ce ne sont pas des États qui fixent l'efficacité d'un vaccin. Aujourd'hui, aux États-Unis, on parlait en off. Les enfants sont en train d'être vaccinés. Pourquoi? Il y a 1 an, on a fait des clinical trials, des essais cliniques sur des enfants, ça a été concluant. Et quand on met le vaccin, ce n'est pas parce qu'on venait des premières personnes à les prendre, c'est parce que des études ont été concluantes. Et à l'issue de ces études-là, docteur Essomba, c'est là où l'efficacité est déterminée. Je dois vous dire que la France, Sanofi a commencé un vaccin qu'il a abandonné. Abandonné. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait plus. C'était un vaccin qui était déjà avec la même technologie sur le marché et ça n'avait aucune valeur ajoutée, il n'allait pas le vendre. Mais, docteur, non, écoutez, pour ajouter à ce que le docteur dit, hein, AstraZeneca, c'est un vaccin anglais, mais même les Anglais ne l'utilisent plus. Johnson & Johnson, c'est également un vaccin européen. Attendez, je vais vous dire. C'est pour dire que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, ou un certain nombre de pays européens, utilisent encore plus Pfizer que leurs propres vaccins qui ont été produits par eux.
Parce que dans les essais cliniques, je vais vous C'est la science envoyer qui du gouverne. je vais vous envoyer le Juste une tableau question aux médecins je vais spécialistes. finir pour vous dire que l'efficacité, vous avez dit, on est en train de relativiser. C'est pas une coalition médecin contre, non, c'est coalition contre le science. reste du monde, s'il Non, vous non, plaît. c'est la science. Vous savez, on a fait trop parler des charlatans. L'efficacité vaccinale n'est pas décidée dans les gouvernements. Il vous a expliqué tout à l'heure que même les gens qui ont leur propre vaccin ne l'utilisent plus. Juste Une question plus malheureuse va rattraper en temps. Vraiment. Je voulais juste, honorable, s'il te plaît, oui, leur d'abord. Pour demander... une fois qu'on ne parle pas du droit, hein, Allez-y. Et puis le Juste droit va leur prendre la parole. demander, est-ce que dans le vaccin a une efficacité absolue? Parce que, en fait, dans mes développements, vous me rejoignez, je ne sais pas pourquoi on ne se comprend pas. Parce que quand nous parlons, je dis bien que, honorable, pourquoi il y a du recul? C'est parce que l'option vaccinale n'a pas révélé ses pourcentages à 100%. C'est pourquoi les gens reculent. Ça n'a jamais été, Dr Mbaga vous l'a dit. Elle vous a pris les armes, il y a un pays comme le Rwanda. Écoutez-moi. D'accord, d'abord, non, parce qu'on ne peut pas laisser cette contre-vérité passer. Dr Mbaga, ni moi, ni aucun médecin n'a jamais dit, même les firmes pharmaceutiques, non, même dans leurs communiqués les plus optimistes, personne n'a jamais dit qu'un vaccin était efficace à 100%. Les plus optimistes disaient 90, 95 et tout. Alors, moi, j'ai été médecin dans des centres, dans des hôpitaux pédiatriques. Le BCG, comme elle vous a dit, qui est le plus vieux vaccin contre la tuberculose, ne protège pas à 100%. Vous pouvez avoir le BCG et vous attrapez encore vous faites une tuberculose. Mais vous avez une chance de ne pas développer une tuberculose grave. Aiguë, voilà. Non, pas aiguë, une tuberculose grave, comme par exemple une miliaire tuberculeuse. Donc, c'est parce que là, je vous rejoins pour dire que la communication sur le vaccin n'a peut-être pas été optimale, où les gens ont pensé que si je suis vacciné, alors je suis protégé. Parce que, quand on parle de 95 ou 75, c'est la protection contre quoi? Contre le décès? Contre la transmission? C'était ça qu'il fallait pour les décès, c'est de l'ordre de 95% à 98%. Alors, pendant que Marlise, je voudrais quand même rappeler une statistique au Cameroun parlant de cette pandémie. À ce jour, nous sommes le 4 janvier, donc hier au 3 janvier, on avait 0 nouveau cas. Sur les 7 derniers jours, on a une moyenne de 99 cas. En termes de total de contamination, 109 000 contaminés pour 1851 décès depuis le début de la pandémie. Les chiffres sont relativement bons. Non. On laisse parce que la dame n'a pas parlé. Les chiffres ne peuvent pas être relativement bons. Ce sont des chiffres qui sont produits, j'imagine, par les instances... je veux dire qu'ils sont actuels, en fait. Ils sont actuels. Voilà. Il les a pris. Laissez la dame parler. Sur le c'est le source World. Oui, en fait. World. Mais il y a un autre truc sur les chiffres. D'abord, Dr Mbaga, je suis très contente que vous ayez été séduit par le président de la République. Et je pense qu'en réalité, vous ne l'êtes pas souvent, peut-être parce que vous n'êtes pas suffisamment attentive quand vous l'écoutez. Parce qu'en général, il se démarque par sa capacité à dire les choses de manière tellement pédagogique et de manière tellement mesurée que humainement, quand on a été attentif, on ne peut que être séduit. Maintenant, je voudrais parler du vaccin. Pour dire que si le Cléda a été aussi populaire dans notre pays et que nous n'ayons pas réussi à l'assister, à l'aider pour que justement il aille jusqu'au bout de ses recherches, de manière à ce que 2 ans après, nous soyons capables de dire ce que c'est que ce médicament, peut-être qu'il va donc... Il est allé jusqu'au bout de ses recherches et son médicament a même été validé. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Non, mais parce que quelque part, j'ai entendu dire... Guillemets, je veux dire que vous n'êtes donc pas d'accord. Non, quand je dis qu'il est allé jusqu'au bout, ça veut dire que lui, il a estimé que le médicament qu'il est là est bon. Et il est allé présenter aux autorités. Pas seulement lui, l'opinion publique. Je veux dire que quand vous interrogez 5 Camerounais dans la rue, 3 sont persuadés que ce médicament a pu sauver des vies. Donc si aujourd'hui, pour ne pas qu'on soit dans le cadre de Madagascar, moi je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du travail entrepris par Cléda, de manière à ce que ce soit établi qu'il s'agit effectivement d'un médicament qui sauve. Je vais juste vous faire une parenthèse.
Une minute. Dans le monde de la science, ce qui se passe avec l'Ongul Butera et puis le médicament de Monseigneur Cléda, c'est suspect. C'est suspect parce qu'à ce stade, il devrait publier quelque chose. Oui, mais moi, je n'aimerais pas qu'on aille dans les opinions. Voilà, parce que je ne parle pas d'opinion. On fait un constat. Le constat, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, d'après vos dires, on ne sait pas dire si ce médicament soigne ou pas. Alors, moi, je dis, pour le nombre de Camerounais qui sont convaincus aujourd'hui que le Monseigneur Cléda a contribué à endiguer cette maladie, ce fléau, il serait bien qu'on l'accompagne un tout petit peu, parce que quand même, ça doit coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent d'aller jusqu'au bout de ce type de démarche. Donc, je crois peut-être qu'il faudrait aller l'accompagner jusqu'à ce point-là. Maintenant, comment? Il a reçu l'argent en grandeur devant des caméras, je crois qu'il a reçu près de 50 millions. On ne fait pas le procès de... Et c'est avec 50 millions qu'on fait... Ce que je voulais... C'est pour dire que vous ne pouvez pas dire qu'il n'a rien reçu. Oui, bon, on peut l'avoir assisté, mais peut-être que ses besoins étaient bien... Je pense que ce que je voulais préciser, c'est que... Oui, allez-y. Mais vous allez me remettre la parole. Je vais vous remettre. Techniquement, Dr. Etoua l'a mentionné tout à l'heure, vous savez... La recherche dans le cadre d'une médecine curative, vous savez que Pfizer est en plein développement d'un médicament curatif sur la COVID. Ça va très vite. Monseigneur Cléda ou la dame qui a fait l'Ongul Butera n'auraient pas de problème à trouver des financements s'ils avaient le préliminaire conclusif. C'est un milliardaire aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous dire dans la recherche, ceux qui comprennent la recherche scientifique comprennent ce que je veux dire. Avant de demander des financements, il faut avoir des trucs, des résultats préliminaires. Et vous pensez qu'il n'en a pas? Non, je pense qu'il en a, mais c'est suspect qu'il ne les publie pas. Parce que Monseigneur Cléda, encore, je peux lui donner, je peux lui concéder quelque chose, parce que c'est un prélat, il n'est pas forcément, je ne sais pas quel est ça. Manquer d'éthique ou... Non, pas d'éthique, dans la recherche, parce qu'il faut des produits. La recherche il est naturopathe. Il est naturopathe et accompagné par des médecins d'ailleurs. C'est ce qui aggrave. C'est ce qui aggrave. Ce que je veux dire, je veux justement dire ceci. À ce stade où nous en sommes aujourd'hui, on a assez de données, on a assez de recul pour avoir un minimum de publications sur l'efficacité ou pas d'ailleurs, ou alors juste des statistiques descriptives, c'est-à-dire j'ai eu 10 patients qui étaient ici, ils ont fait ceci, pour que le monde commence à même avoir envie de lui donner des financements et aller loin. Et dans le monde de la recherche scientifique, à ce stade, c'est très, très, très suspect qu'on n'ait pas d'études préliminaires, ni de l'un ni de l'autre. C'est la raison pour laquelle le financement ne vient pas. Oui, docteur, vous pouvez permettre que je chute alors? Excusez-moi. Oui. J'avais la question sur la canne et puis l'environnement marqué. Vous allez chuter derrière moi. Oui, je voulais chuter sur la communication. D'accord. Effectivement, je pense qu'il y a un problème de communication. D'abord parce que les pouvoirs publics sont confrontés à cette guérilla de l'information des réseaux sociaux. Parce qu'on dit une chose aux populations, mais ils lisent 50 choses sur les réseaux sociaux qui ne les encouragent pas à croire à l'option vaccinale. Donc, moi, je me pose la question de savoir si on ne pourrait pas, pour être encore un peu plus efficace, mettre des chapiteaux dans les centres de testing. C'est-à-dire que quand on a fini de vous tester, on vous donne votre traitement, mais vous avez un lieu d'accueil convivial et tout, où on vous attend pour vous dire pourquoi devez-vous vous vacciner? Qu'est-ce que vous pouvez redouter? Parce qu'effectivement, personne ne nous le dit. Tout ce qu'on nous sert, c'est le protocole. C'est le protocole. En santé publique, on appelle ça communication. En santé, pour le changement. Oui, pour le changement. Et docteur, je peux vous dire que aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, les gens sont devenus très avertis. Dès que quelqu'un a les moindres petits symptômes, il s'en va se faire tester. Et dès qu'il est testé, on lui remet... Je n'ai jamais vu une efficacité de cet ordre-là. Hein. Et j'ai fait un petit tour en Afrique centrale ces derniers temps. Premièrement, nous sommes les seuls à le faire gratuitement. Ouais.
Et systématiquement. Oui, et systématiquement. Alors, moi, je me dis, quand j'entends les gens parler de minimiser les efforts qui sont faits pour endiguer cette pandémie chez nous, je ne trouve pas ça très juste. Parce que quand on va ailleurs, je ne veux pas citer les pays pour ne pas me mettre, donner l'impression de dénigrer ces pays-là, mais je pense que le Cameroun fait beaucoup. Maintenant, le Cameroun, peut-être qu'on peut faire mieux. Le Cameroun, oui, notamment dans le domaine de la communication. Quand même. Quoi? Je vous laisse parler. Hein. On aurait pu améliorer quoi? On aurait pu améliorer les méthodes, le suivi, les protocoles, en faisant mieux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, peut-être, il y a toujours moyen d'améliorer, mais je peux vous jurer, pour être assez proche de ça, premièrement, j'ai fait partie de l'équipe Covid pour la région du littoral, dont j'étais exposé à pas mal d'informations et à pas mal de situations. Vous savez qu'il y a quand même tout un rapport de la Chambre des comptes pour moi, oui. Qui a fait un état des lieux de la gestion Covid au Cameroun. Voilà, je mets à côté les problèmes de il faut faire les problèmes de mal gouvernement. Mais moi, c'est ce qui me frustre souvent quand on parle de technicité. Si on amène la politique, on va se perdre. Parce que c'est un problème assez grave. Je trouve d'ailleurs qu'on devrait condamner votre ami Raoul. Vous savez qu'il a été condamné en France. On devrait condamner des gens qui publie de tout et de n'importe quoi. Covid, c'est du sérieux. La politique, la gestion, si on en parle dans un sujet, je serai la première, j'attends les gens du ADPC, on va s'expliquer. Mais quand on parle de la technicité, du côté technique, je pense que le Cameroun a vraiment fait de son mieux. Les populations n'ont pas adhéré. Vous-même, monsieur Dipita, vous avez dit que vous êtes vacciné seulement parce que vous êtes dans le staff de la CAN. Si vous n'avez pas été... Non, mais je veux dire que chacun a raison. Chacun a une raison pour laquelle il se vaccine. Techniquement, nos lions indomptables de la médecine ont mouillé le maillot. Ils ont mouillé le maillot et de ce point de vue... Voilà la grimace du docteur Ressomas. Non, de ce point de vue, c'est une maladie. On a découvert des choses au fur et à mesure. Et au niveau... déjà de développement infrastructurel que les médecins et la médecine est allés au Cameroun, on a mouillé le maillot. Et de ce point de vue, techniquement, ils n'ont peut-être pas eu les moyens parce que les gens ont pris l'argent, ils ont fait autre chose avec, mais je ne pense pas que techniquement on devrait... Les choses à améliorer, il y en aura toujours. Mais ça... Monday morning quarterback. Ça veut dire que quand on est déjà le matin, on peut toujours dire que hier on pouvait... Donc on ressort de ce thème en disant qu'on est serein, rassuré, confiant. Non. Je vais dire un mot. Je vais commencer par son mot, sa suggestion. Oui. Hein, vous m'avez mis sur le terrain pour dire que puisque moi je suis déjà vacciné, vous allez rencontrer un militant du LDPC. Aux populations et aux militants l'importance de... Je pense qu'effectivement, chacun de nous doit être un agent de sensibilisation. Ouais. Chacun d'entre nous. Et en même temps, cette sensibilisation doit donc être encadrée par les sachants, les personnes qui sont capables de donner la bonne information et pas l'information biaisée ou alors... Ouais, mais je suis dépassé quand je lis certaines choses. Pour ça, c'est votre mot de la fin, docteur. Pour ça, il va falloir que parce que moi, heureusement, je suis très heureux d'avoir enfin aujourd'hui docteur Mbaga sur le plateau parce que moi qui étais j'étais littéralement encerclé par toutes sortes de personnes anti-vaccins et tout ça. Ça veut dire que donc je suis un peu heureux. Donc il faut peut-être que les journalistes, les donc vous n'êtes pas heureux d'être avec moi. Moi aussi je suis. Si, je suis très heureux. Mais je voulais dire un mot qui concerne la CAN. Ah ouais. Vous le savez bien, dans des forats de discussion qu'on partage tous les deux, où je suis quand même un peu inquiet sur la question de la CAN, où dès le départ, c'est un avis personnel. J'étais quasiment sur la position du report de 6 mois. Pour un certain nombre de raisons où j'estimais que effectivement, vu le contexte mondial, vous savez bien qu'en Europe, toutes les compétitions sont perturbées en ce moment par le Covid. Même si elles se jouent. Oui, elles sont perturbées, mais là, ils ont encore le temps. Vous voyez, parfois, on peut reporter un match du championnat parce qu'on sait qu'on a 6-7 mois pour mettre là. La CAN, c'est sur 3 semaines. Et ma crainte, c'est justement de voir, par exemple, une équipe amputée de 5, 6, 7 joueurs, bref, une bonne partie des joueurs, parce qu'ils sont testés positifs.
pas forcément, mais le règlement, c'est le règlement. Et donc, je suis quand même un peu inquiet. Et il faut que les autorités musclent le protocole sanitaire. Le protocole qui est juste aujourd'hui parle pour accéder au stade, il faut être vacciné, il faut être testé. Mais ce n'est pas les spectateurs qui contaminent les joueurs. Ce n'est pas les spectateurs. Ceux qui pourraient contaminer les joueurs sont les petites mains. Les femmes de chambre, les restaurateurs, les agents d'entretien, les chauffeurs et tout. C'est ce protocole-là qu'il faut muscler. A dit qu'en ce moment, quand les délégations arrivent, comment elles sont contaminées, comment elles sont décontaminées, entre guillemets, qui a accès à eux, quelles sont les conditions. Je présume que la question ne se pose plus, puisque le protocole a été validé. Je ne sais pas si c'est validé, c'est pour ça que j'émets un certain nombre de préoccupations. Validé, puisqu'ils imposent le vaccin, ils imposent des tests 48 heures avant, et ainsi de suite. Il y a tout un protocole. C'est pour ça que je continue de dire, est-ce qu'une femme de chambre qui vient, parce qu'on dit les spectateurs, pour aller au stade, il faut être vacciné. Mais est-ce que la femme de chambre qui vient arranger les chambres des joueurs, le restaurateur qui est là, qui sert à manger, le chauffeur de bus, est-ce qu'il doit être vacciné? Est-ce qu'il doit être testé? Tous les combien de temps? Est-ce qu'on doit désinfecter les hôtels, les bus, les salles de sport? Tous les combien de temps? Qui doit avoir accès? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une bulle sanitaire? Et vous pensez qu'à cette heure-ci, ils ne le savent pas encore? Ça c'est inquiétant. C'est une inquiétude. Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Donc, je relève quand même, et tout ça là, pour que c'est une bouteille qu'on jette à la mer, en disant que s'il y avait encore des gens qui étaient un peu laxistes sur cette question, il faut qu'ils se réveillent, parce que ce ne serait pas joli d'avoir une équipe qui est décimé à moitié et tout ça là, parce qu'il y a eu un cluster. Il y a eu un cluster qui est entré dans vous savez que les joueurs sont très soudés entre eux, ils mangent ensemble, ils se touchent, ils s'embrassent. Et donc, je voudrais que j'encourage les autorités à être beaucoup plus sévères, entre guillemets, beaucoup plus sérieux et tout ça dans le respect de ce protocole, parce qu'on a envers et contre tous, maintenu, vous savez bien, tous les enjeux qu'il y a eu pour le maintien de la CAN. Il ne faut pas qu'on se souille avec un certain nombre d'incidents. Bon, les défis étaient peut-être moindres, mais ils étaient déjà présents lors du CHAN. Hein. Mais là, on a au micro, c'est différent. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient peut-être moindres, mais... Oui, au micro. Dr Baga, sur le mot de la fin, par rapport à ce premier... Oui, pour la CAN, j'ai les mêmes inquiétudes que le docteur et toi. Mais vous savez, la vie doit continuer. Malheureusement, les automatismes ont été perdus pour l'Afrique. Mais je pense que c'est une bonne chose que les choses continuent. Et d'ailleurs, je vais être un peu cynique et je vais exprimer un vœu. Vous qui êtes du gouvernement RDPC, connaissez probablement le ministre de la Recherche scientifique. Il faut que les gens continuent à s'infecter d'ailleurs. Et il y a quelque chose qui serait intéressant à savoir pour le Cameroun, dans le cas du Cameroun, c'est de savoir, puisqu'on dit que l'Ngulbetara, nos médicaments traditionnels, notre immunité, on est jeune, on est moins malade, c'est d'étudier notre taux d'immunité collective, de la tester. Ce serait quand même pionnier, parce qu'aujourd'hui tout le monde est la vaccination marche comment, mais peut-être que le Cameroun a atteint un taux d'immunité collective qui nous protège, même si on n'y croit plus, on a élevé la barre à chaque fois. Il serait intéressant que ceux qui sont en charge de la recherche scientifique de notre pays essayent de trouver la raison pour laquelle l'Afrique, comme on avait prévu, Dr Luison le disait tout à l'heure, n'a pas été infectée. Ça ne peut pas seulement être parce que la population africaine est jeune, ce serait trop facile. Ça ne peut pas être non plus le Ngulbetara et toutes les potions faciles, ce serait encore trop facile. Mais il y a un candidat qu'il faut aller tester, c'est le taux d'immunité collective de la population. Et ce sera assez pionnier. Docteur Etoile me dira tout à l'heure s'il a déjà entendu ce type de protocole d'étude qui consiste à voir le niveau d'immunité collective qui nous protégerait ou pas de cette pandémie. Ce sera assez intéressant de creuser dans ce sens. Et pour cela, il faut que les gens continuent un tout petit peu. Non. En fait, personnellement, pour qu'on sorte sur une note d'optimisme,
Moi, je mise beaucoup sur la sortie de cette crise sanitaire en 2022. Et je pense d'ailleurs que la vague d'Omicron qui est en train de souffler est aussi immunisante de mon point de vue. Et je pense que, puisque vous savez, on connaît à peu près comment les pandémies commencent et comment elles finissent. Et on sait bien qu'au début, après il y a un certain nombre de mutations dont des variants apparaissent. Et plus les variants apparaissent, plus ils deviennent moins létaux. Et c'est comme ça que la maladie part. Et donc moi, je suis pour une sortie d'un note d'optimisme. Je pense probablement que cette vague Omicron qui souffle en ce moment dans le monde est probablement immunisante et que et justement qui ne cause pas de dégâts. Ça fait justement comme si vous avez été vacciné. Vous avez une petite fièvre, donc ça c'est mon sentiment. Je reste prudent. Mais je pense probablement que la sortie de crise du Covid-19, c'est en 2020. Juste vous finir au niveau... Je vais juste finir parce que, justement, cette prémonition de l'immunité collective à un certain donné qui nous protégerait des formes létales et des formes graves. Il a dit au début, peut-être les gens n'ont pas relevé, Omicron est moins virulent. Il y a beaucoup de cas et les ICU, les soins intensifs, sont moins encombrés que dans le cas Delta. Ça prouve quand même que même un variant qui serait hautement contagieux perd sa puissance. Perd sa puissance à cause probablement d'une immunité acquise quelque part par vaccination ou naturellement. Et pour le savoir, je vous dis de dire au ministre de la Recherche scientifique, ce serait assez spectaculaire de mesurer le taux d'immunité collective, même seulement de la population. Mais peut-être qu'ils sont déjà sur ces études-là. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Monsieur Dipita, oui, une note d'optimisme. Mais je voudrais quand même dire au docteur Marie que durant tout le propos de ce soir où nous allons éclairer, moi j'ai été suffisamment éclairé sur la question du caractère du vaccin, ainsi de suite, mais il y a l'option traditionnelle qu'elle refute, qu'elle recuse. Et je pense que c'est une question aussi sensible, même elle l'a dit, il faut faire très attention justement de ne pas prendre une position péremptoire. Parce que je venais de vous prendre 2 cas de personnes que moi j'ai vu, une est vaccinée, l'autre a pris le vaccin. Mais non, et il y a eu... je vous fais la parenthèse. Non, je n'ai pas refuté. J'ai dit ceci, et on a fait le plateau l'année dernière, je l'ai dit. J'ai dit, moi, si j'avais eu la chance de faire la médecine traditionnelle, je l'aurais fait, parce que j'y crois profondément. Cependant, on a appris la médecine moderne. Il faudrait qu'on se donne les moyens d'exporter notre médecine traditionnelle. J'y crois. D'accord. Mais seulement il ne faudrait pas que les incantations, nous on y croit parce que c'est notre culture. Mais comment on force le Gabonais, le Zimbabwéen ou alors le Français à y croire autant que nous, en lui donnant des faits, parce que le monde c'est comme ça. J'y crois. Mais il faut le terminer. Oui, je termine en disant, oui, une note d'espoir, tout simplement, qu'il faille renforcer quelque chose, la communication. Vous avez vu aujourd'hui, je l'indiquais d'entame de cette émission, vous avez vu tout le désordre qu'il y a eu sur l'option vaccinale. Vous voyez que si on avait un son de cloche unique, où il y avait une certaine assurance, d'abord même gouvernementale, vous voyez que des gens, l'honorable a dit, les gens aujourd'hui ont l'option de l'hôpital. C'est-à-dire que quand il y a un souci, on court là-bas à l'hôpital. C'est après là que quelqu'un peut dire, mais écoutez, je connais Cléda là-bas, il peut faire quelque chose. Mais il y a d'abord l'option de l'hôpital qui est choisie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, devant une telle pandémie mortifère et mortelle, je crois qu'il y a lieu de sensibiliser, d'indiquer des cadres, comme la dame a dit tout à l'heure, les cadres où on peut dire qu'on vous teste positif, voilà, on vous prend en charge comme c'est le cas gratuitement, et que cela... on met une ceinture de sécurité pour qu'il n'y ait pas de diffusion ou de contamination. Donc voilà peut-être ce qu'on pouvait faire comme position. Tant qu'à faire, vaccinez-vous, vaccinons-nous, transition et puis le prochain thème. Ma copine a dit que non, dans 7 ans, il n'y aura plus personne. Transition. Alors parlons à présent des universités nouvelles ou futures, annoncées par le président de la République dans son adresse à la nation. C'était le 31 décembre, vendredi dernier.
au niveau de l'enseignement supérieur. On parle donc de nouvelles infrastructures dans les régions du Nord, à l'Est, dans le Sud. Pour ces universités d'État, c'est l'une des grandes annonces. Le président parle de la création, donc, pour porter définitivement, ou du moins le nombre des universités d'État actuelles à 11, puisqu'il y en a pour l'instant 8, donc, pardon, 2 à Yaoundé. Il est question de rétablir une forme d'équilibre en termes de répartition de ces institutions académiques au niveau des régions. Mais vous dites, Ambroise Dussel-Somba, que l'enjeu est bien au-delà d'une simple répartition, même si certains, vous les spécialistes, d'ailleurs j'en ai écouté certains, auraient peut-être souhaité davantage d'universités spécialisées. Thématisées. Ou, vous avez dit, voilà, thématisées, voilà. En fait, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci. Oui, M. Dupita, je pense que dans l'adresse du président de la République que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, je crois qu'un des moments forts de ce discours a été l'annonce de la création des universités. Vous savez, depuis 2013, à l'Est, les revendications les plus prégnantes sont celles justement qui relèvent de la création d'universités à Bertois. Vous avez vu, nous avons des étudiants, par exemple, vous voyez, qui sont à Bertois, qui doivent aller en Gaoundéré. C'est pratiquement 400 km. S'ils veulent venir à Yaoundé, ils sont à Douala, pardon, à Yaoundé d'abord, près de 450, et à Douala, près de 750. Donc cela veut dire que sur le plan de ce que j'appellerais la décentralisation technique ou par service, le président venait donc de renforcer l'édifice institutionnel universitaire. Cela fera de sorte qu'il y aura une nette décongestion du centre. C'est-à-dire que vous verrez qu'une fois que toutes ces universités, Ebolova, Bertois et Garoua, toutes ces universités seront opérationnelles, cela fera de sorte que même au niveau de l'université de Douala, on aura moins d'étudiants. L'encadrement peut donc être très bien fait parce que le suivi peut être nettement accroché à chacun des étudiants. Or, si vous avez par exemple 10 étudiants que vous dirigez, vous voyez que dans les 10 étudiants, il y a 3 qui sortent de Bertois, il y a 3 qui sortent de Garoua, il y a peut-être 4 qui sortent de Bolova. Or, en créant donc ces universités-là, cela va donc décongestionner le centre. Maintenant, M. Dupita, l'annonce, oui, nous l'avons apprécié, nous qui sommes dans le cadre de l'enseignement supérieur, nous disons, voilà une occasion plus que jamais, non seulement les enjeux d'équilibrage, non, mais beaucoup plus l'enjeu consiste à la décongestion, justement, des populations. Parce que quand vous voyez, on conserve des universités dans des zones, même quand on a créé les autres universités en 1993, vous voyez que cela a décongestionné Yaoundé. Et vous savez que la création des universités dans plusieurs pôles peut aussi considérer au foyer à remettre encore les foyers de tension. Parce que généralement, quand on a trop plein d'étudiants dans une localité, on est parfois exposé, parce que vous savez, les universités avaient toujours été considérées comme des lieux, des lieux où il y a de la rébellion qui est développée, ainsi de suite. Mais à partir de là, je crois que la création par le chef de l'État de ces 3 autres universités vient donc non seulement rééquilibrer, mais aussi décongestionner l'espace national. Et au-delà de cela, terminer cette première prise. Oui, vous vous rendez également compte que nous ne voulons pas que ça reste au niveau des annonces fortes. Véritablement, le président, on aurait pu commencer même à poser les balises avant même de faire l'annonce. Mais nous souhaitons qu'à partir de cette annonce, que d'ici 2023, qu'au prochain discours en 2022, fin d'année, que le président annonce l'effectivité de la rentrée académique dans les différentes universités dont il a fait l'annonce. Justement, Maryse Rose, c'est sur la question de l'effectivité que beaucoup s'interrogent quand on regarde déjà les universités existantes, en termes de contenu, en termes de ressources, peut-être humaines. Les enseignants, souvent obligés de parcourir les différentes universités, pénalisant parfois des étudiants d'un point pour l'autre, et ainsi de suite. Quand on regarde ceux qui sont loin là-bas, dans le septentrion, les distances ne sont pas toujours évidentes. Ouais. Est-ce que ces universités nouvelles ne créent pas d'autres questionnements dans l'efficacité, l'effectivité même de l'enseignement public, académique public au Cameroun? D'abord, je vais commencer par dire que c'est une excellente décision politique. D'accord.
Pourquoi? Parce que l'équité est une valeur très importante. Et si nous voulons travailler dans le sens du vivre ensemble, cultiver ce sentiment que nous sommes tous logés à la même enseigne, il y a des corrections qui doivent être apportées dans certains domaines par rapport à certaines régions. Et cette décision, pour moi, est la bienvenue parce qu'elle va venir réparer quelque chose qui, pour moi, manquait. Et le président de la République a eu raison de prendre cette décision. Maintenant, une fois que lui, il prend la décision, qui est une décision politique, il faut la mettre en musique, il faut l'implémenter, il faut lui donner corps. Et là, ce sont toutes les personnes impliquées dans le processus de la création d'une université qui vont devoir se creuser la tête pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai pensé que, par exemple, c'était l'occasion pour que l'employabilité, qui est quand même une question de fond par rapport à la formation, et il y a un certain nombre d'actes et de décisions qui ont été prises au niveau de l'enseignement supérieur pour renforcer la professionnalisation dans les universités. Mais j'irai dans le sens de Luison pour dire que pour professionnaliser, en même temps, résolvons les problèmes d'employabilité qui vont faire que, par exemple, à l'Est, on va peut-être spécialiser l'université, qui va être plus dans les mines, plus dans le thermique, plus de manière à ce que ne soit à l'université de l'Est, pas que les ressortissants de l'Est. L'université de l'Est n'est pas créée pour les ressortissants de l'Est. L'université, à mon avis, de l'Est doit être créée pour résoudre des problèmes qui existent dans notre système universitaire et académique. On a des problèmes, on les connaît, mais qu'est-ce qui nous empêche de réfléchir pour trouver des solutions? Pourquoi est-ce que... pour moi, la décision était d'abord la première chose qu'il fallait faire. La décision a été prise. Maintenant, tout le monde doit se mettre en mouvement pour que ce soit possible. Pourquoi est-ce que Garoua ne serait pas l'université spécialisée dans les métiers, par exemple, d'artisanat, du coton, d'artisanat, etc. On peut résoudre des problèmes. Il y a des bassins d'emploi qui sont complètement désorganisés, simplement parce que, il manque la main-d'œuvre, deux, les chaînes de production ne sont pas à la hauteur, parce que c'est du bricolage, chacun essaye de faire comme il peut. Si on va vraiment au fond de la chose et qu'on trouve des solutions pour spécialiser ces universités, vous verrez. Et la compétition est aussi une valeur importante dans le milieu universitaire. Je pense que chacun se battra pour que son université soit une université de renom. Mais pour que ce soit possible, il faudra que l'État y mette de l'argent. Parce que l'université, les études supérieures, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Qu'est-ce qui bonifie? Un bon professeur devient bon pourquoi? Parce qu'il a de bons élèves. Dans la recherche. Et parce qu'il a les moyens de se bonifier par la recherche. Et la recherche coûte cher. Donc il faut qu'on se prépare à mettre de l'argent dans la formation et l'éducation de notre jeunesse. Vous savez, hier, j'ai appris que les étudiants en doctorat s'inscrivent en doctorat. Après, ils travaillent avec leurs professeurs. J'ai demandé, vous n'avez pas de séminaire pour valider votre doctorat? On m'a dit, non, on n'a pas de séminaire. J'ai été choquée. J'ai dit, que vous faites pendant 3 ans. On dit, oh non, mais si tu es très rapide, tu peux me faire pendant 2 ans, tu gères avec ton directeur de thèse. J'ai été très choquée parce que il y a combien? 3 ans, ça fait 6 semestres, des séminaires à valider dans des études doctorales auxquelles je suis habituée. Pourquoi je commence par là? Vous savez, une solution répond à un problème. Et je comprends bien le problème d'équité. Parce que l'égalité, pour qu'on arrive à un niveau égalitaire, y compris dans le problème d'équilibre régional où les gens se plaignent qu'avec une moyenne de moins élevée, il faut amener les institutions à côté des gens qui peuvent avoir accès. Parce que tout le monde ne peut pas venir à Yaoundé ou à Douala, etc. Donc je comprends le souci d'équité,
de repartir les universités un peu partout dans le Cameroun pour que chaque région ait une université et les populations de chaque région puissent se former afin de revenir développer plus ou moins d'ailleurs ou aller ailleurs, développer le Cameroun ou leur région. Je comprends le souci d'équité. Mais après le souci d'équité, je me pose la question de savoir multiplier les universités alors que celles que nous avons, on n'a pas fait un état des lieux pour savoir si ça marche. Qui vous a dit qu'il n'y a pas eu d'état Le taux de chômage. Le taux de chômage. Quand je dis un état des lieux, il y a une vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux quand j'en regarde. Un pasteur qui disait que les Camerounais, vous êtes trop de docteurs, rentrez, développez votre pays. Ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, le taux de chômage et le manque d'entrepreneuriat, je ne parle pas des petits entrepreneurs, et tout le monde qui veut rentrer dans la fonction publique, c'est encore effarant en 2002 dans notre pays. Ça renseigne de quoi? De l'efficacité de nos formations. Vous demandiez tout à l'heure pourquoi un professeur est bon. Je dirais un professeur doit dire s'il est bon si après 10 ans, il forme des Camerounais productifs. Quel est le taux de productivité des Camerounais? 11 millions de Camerounais sont productifs. Population active du Cameroun, 11 millions, selon la Banque mondiale en 2020. Cela me renseigne sur le fait que les formations que nous recevons, moi j'ai eu la chance d'avoir une formation professionnalisante directement à la sortie. Je sais que à mes parents d'avoir fait cette orientation pour moi, mais j'imagine mes collègues qui sont allés faire sciences éco, qui sont allés faire philo, qui sont allés faire je ne sais pas trop quelle filière. Au sorti de là, ils poursuivent effectivement un doctorat pour aller être maître de conférence à l'université, professeur. Pour produire quoi? On veut s'industrialiser, on veut se développer. Il faut essayer de cibler. Je rejoins donc le docteur Louison Essomba pour dire que nous avons déjà de très très bonnes institutions. Il faut juste canaliser ce qu'on veut produire. Le Cameroun de demain se projette aujourd'hui. Je suis contente que l'Est ait son université et que le Nord également. Mais comme vous le disiez, le contenu sera encore plus appréciable que l'annonce politique. Et d'ailleurs, il faudrait que... Mais ça commence toujours par une annonce politique. Je suis d'accord avec vous, mais on a vu beaucoup d'annonces politiques rester au stade d'annonces politiques. Et c'est ce qui est inquiétant avec le pays et peut-être le président Paul Biya et tout son gouvernement, c'est que les annonces politiques restent très souvent politiques. Et à partir d'un certain moment, on s'inquiète un peu du devenir de ces annonces-là. Et vous-même, je suis contente que vous ayez mis une emphase sur le fait qu'il faut du contenu, il faut de la spécialisation. D'ailleurs, quel type de spécialisation? C'est pour ça qu'il est important de faire déjà une planification à la base de comment nous voyons le Cameroun. Est-ce que il y a combien de facultés de médecine maintenant? À mon époque, il y avait que l'OCUS. Maintenant, il y en a beaucoup. Produire des médecins qu'on ne peut même plus recruter à la fonction publique, est-ce que c'est viable? Pourtant, le besoin existe. Est-ce que c'est viable? Le besoin existe, on ne peut pas les recruter, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Est-ce qu'on va se mettre demain à produire des ingénieurs en mine? Il faut planifier le Cameroun qu'on veut demain, y compris à travers les formations professionnalisantes qu'on va proposer dans nos universités. Ça ne peut plus être soutenu d'avoir des gens qui font 10 ans en philo, aller devenir des doctorats, et on ne sait pas produire des philosophes comme les Européens qui pensent la société et dont la société bénéficie de leur philosophie. D'accord. Vous parlez du taux de chômage, selon l'INS, il a augmenté de 6,1% au Cameroun en 2021 par rapport à l'année 2020. On parle également du taux de sous-emploi qui est de 65% pendant la même période, en baisse de 4 points. Docteur, sur la création des universités, écoutez, Roger et toi? Moi, vous le savez, moi je suis un fils de l'Est. Et donc, si j'accueille la nouvelle de la création des universités dans 3 régions dont je suis originaire de l'une d'elles, avec un sentiment ambivalent. D'abord, content, parce que pour moi, le principal, ou j'ai presque envie de dire le seul intérêt de la création de l'université à Bertois est un intérêt économique, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va créer l'université
il y aura un certain nombre ça va créer l'activité économique, les cités universitaires. Mes oncles là-bas vont avoir il y aura des consommateurs, il y aura beaucoup de gens qui vont arriver, les étudiants, les enseignants. Donc, ça va booster l'activité économique de la région. Tout ça, Bertois, qui est une ville en pleine expansion. Si on enlève l'intérêt économique, pour moi, il n'en reste plus grand-chose. Ça va paraître assez paradoxal, mais on parlait d'équité tout à l'heure. Pour moi, comme je le dis, l'université n'est pas le plus urgent dans la région de l'Est. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Pourquoi? Parce que tout simplement, les populations, c'est-à-dire que si on crée une université, on dit c'est dans la région de l'Est, en réalité, peut-être comme l'honorable a dit, ce n'est pas pour les fils de l'Est. Elle a des chances d'être alimentée par les gens qui majoritairement viennent d'ailleurs. Parce que l'Est, en ce moment, n'a tout simplement pas la capacité d'alimenter cette université. Mais pourquoi une université devrait être pour les ressortissants? Non, je vais y arriver, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous me laissez un peu développer. Voir jusqu'où il va aller. L'Est n'a pas tout simplement, en ce moment, la capacité d'alimenter cette université, tout simplement avec des gens qui sont issus. Parce que les indicateurs de scolarisation sont très bas. Le taux de scolarisation en ce moment au niveau du primaire tourne autour de 70%. Quand dans la moyenne nationale, il dépasse les 100%. L'Est fait partie des ZEP, des zones d'éducation prioritaire, avec l'extrême nord. Le taux de scolarisation au niveau secondaire, il est aussi extrêmement bas. Le taux d'abandon scolaire, que ce soit au primaire, au secondaire, il est extrêmement bas. Nous sommes également dans les indicateurs, dans le baccalauréat, notamment qui est la porte d'accès à l'université. Nous sommes vraiment parmi également les derniers. Donc pour moi, le chef de l'État, par cet acte magnanime, on va dire politique, vient d'offrir à la région de l'Est la toiture. En ce moment, on est plutôt encore dans les fondations et en train de lever les murs. Moi, je vais vous dire, je suis depuis 5 ans, venez à l'Est, vous allez voir. Moi, j'ai mon petit frère qui enseigne à Betaroya. Mais on supplie les quelques jeunes qui sont là de venir à l'école au lieu d'aller creuser l'or. Tout à fait. Vous voyez un peu, au lieu d'aller faire les champs et tout. Moi, ça fait 6 ans que c'est moi qui ai réhabilité l'école de mon village. Et tout ça, j'ai réhabilité. C'est une école publique en passant. Je l'ai réhabilité. Je paye les enseignants chaque mois, chaque fin de mois. J'envoie les fournitures scolaires. Les maîtres de parents et tout. Donc, voilà les bases. Je vous renvoie, vous savez, il y a un rapport en ce moment aux États-Unis ou en France qui est péremptoire, qui dit que une personne réussit ou échoue sa vie dans les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours qui partent de sa conception à l'âge de 2 ans. C'est les 1000 premiers jours. Ça veut dire que vous réussissez ou vous ratez votre vie. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a tous des programmes spécifiques pour ça, que ce soit pour encadrer pendant la grossesse. Et en France, par exemple, le site d'éducation le plus important, qui est d'ailleurs bien encadré, piloté par les maires, ce n'est pas l'université, ce n'est même pas le lycée, ce n'est même pas l'école primaire, ce n'est même pas l'école maternelle, c'est la crèche. C'est la crèche. Parce qu'on sait que c'est dans les 1000 premiers jours qu'on réussit ou on échoue à fabriquer un humain. Et je vais vous dire, arrivez dans la région de l'Est, vous allez voir. Vous allez peut-être voir que la région, il y a très peu de diplômés, très peu de personnes qui font des mathématiques, les physiques, les choses.
Il faut aller, moi je suis médecin, aller jusque dans des éléments de nutrition. Tout à fait. Pour faire un devoir de mathématiques ou de physique, ça consomme énormément de calories. Quel est le niveau, quelle est la qualité de l'alimentation? Les gens, c'est encore une région et tout ça où les gens sont encore insuffisamment sous-alimentés. Dit que pour faire les lipides, les protéines, les lipides, là, ça dit que la gaine de myéline, les neurones, là, ceux qui transmettent beaucoup d'informations, c'est avec la myéline. La myéline, c'est des lipides. Donc, il faut consommer. C'est-à-dire que, donc, il y a des éléments, quand je parle de fondation, d'élever les murs, qui ne sont pas prêts, entre guillemets, dans la région. Vous faites le taux de retard extrêmement. Moi, j'étais l'autre jour dans la frontière, comment on appelle, à Angoïla. Je suis entré et c'était vers 20h dans une maison. Et une petite fille, et j'ai même pris cette photo, et elle devait avoir 6-7 ans, elle étudiait avec la lampe. Et vous voyez quelle est la probabilité qu'elle achève son cycle primaire, qu'elle achève son cycle secondaire, et tout ça, et qu'elle accède à l'université pour venir, par exemple, alimenter, parce que c'est l'argument... Donc pour vous, c'est une bonne nouvelle, mais pas opportune du tout. Non, pour moi, parce que vous savez, le Cameroun dépense à peu près 3% de son PIB dans l'éducation. C'est-à-dire que la norme, c'est à peu près 6%. Et tout ça. Donc, on est sur des éléments d'éducation. J'aimerais qu'on investisse, que l'État, peut-être soit l'État central, soit maintenant les collectivités décentralisées, que sont les régions, investissent massivement dans l'éducation de base. L'éducation de base, parce que c'est la priorité. Moi, jusqu'aujourd'hui, on finance... que parfois, on arrive, on voit des filles mères et tout ça qui ont acquis des pensions qu'on renvoie à l'école. Et ça, ce sont des initiatives personnelles parce que vous passez là. Et nous, on veut des politiques publiques qui puissent passer sur des hommes d'État. Un politicien pense à la prochaine élection. Les hommes d'État pensent à la prochaine génération. Et nous, on veut, moi je suis originaire de là, je suis un intellectuel élite et originaire de là. Moi je dis qu'il faut penser à la prochaine génération. Pour alimenter cette université, il faut qu'on renforce les fondations. Alice Rose, Marie Baga et puis D'accord, je voudrais juste dire que je suis parfaitement d'accord avec lui. Sauf que, à un moment donné, un chef d'État choisit d'intervenir dans tel domaine et pas dans l'autre. Quand on met une université quelque part, vous l'avez dit, le développement peut suivre. Mais maintenant, ce n'est pas ce développement fondamental qui va résoudre ces problèmes de retard de croissance, les problèmes de malnutrition, les problèmes de déperdition scolaire, les problèmes de maladies, etc. Ce n'est pas l'université qui viendra résoudre ces problèmes-là. Mais je pense que les présidents de conseils de région y seront occupés, mais en tout cas, celui de l'Est sera très occupé. Parce qu'il va falloir s'investir de manière importante dans les questions de développement et de politique publique de base. Je voulais également vous dire que concernant l'employabilité ou bien la spécialisation des universités, évidemment que ça ne peut que se faire de manière transversale. Ce n'est pas seulement l'université qui va faire des choses. Il y a la planification qui va faire des choses. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse imaginer le Cameroun dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et de quoi est-ce que nous aurons besoin? Il faut fonctionner par exemple, nous avons à l'Est toute cette forêt avec une déperdition énorme de nos ressources forestières. Mais c'est une occasion pour créer une université qui soit capable de produire des ingénieurs dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, il ne sera pas question d'aller se faire recruter dans une fonction publique. Ils n'ont même pas la capacité d'y arriver. Non, je dis, ils n'ont même pas. Pas que les gens de l'Est. Je parle du Cameroun. Les gens de l'Est Nous sommes dans une politique de décentralisation. Non, les gens de l'Est Je n'ai pas dit, honorable, que cette université ne recevra plus n'appartient qu'au fils de l'Est. Oui. Mais
elle est créée également dans un but, comme le docteur Luison l'a dit, ils sont ici à Douala, ils reçoivent des gens qui ont fait 700 km pour venir Tout à fait, ici. tout à fait. Et le bémol, c'est de lui dire, attention, ce n'est pas parce qu'on a créé cette université qu'on a résolu ce problème. Le problème est encore à la base. Bon, moi, je voulais dire ceci. Je comprends l'émotion et la passion du docteur Eto'o à parler de sa région. J'ai même aperçu un peu beaucoup d'émotions, pas de larmes, mais d'émotions, quand il parlait de ça. Cependant, un chef d'État réfléchit. Je ne sais pas pourquoi je vais parler en bien du président Paul Biya aujourd'hui. Ça ne m'arrive pas très souvent. Ça ne m'arrive pas très souvent. Mais quand on parle de technicité, j'aime mettre la politique à côté. Un chef d'État pense le pays en macro. Ça veut dire qu'il a ciblé un domaine d'éducation et il veut rétablir une certaine équité. Cependant, il y a des problèmes. Et j'irai loin, je dirais qu'il y a des problèmes partout. Et si quelqu'un de l'extrême nord qui est en train de suivre cette émission vous a écouté en termes de malnutrition, de sous-éducation, le taux de scolarisation, il va recenser pratiquement les mêmes plaintes dans la région de l'extrême nord, de nord, de la Damawa, le Grand Nord. Je n'irai même pas dans certaines autres régions où on a d'autres types de problèmes qui ne sont peut-être pas l'éducation, mais il y aura toujours un Camerounais quelque part qui va se plaindre. En parlant de bougies et de lampes, une anecdote, quand moi je faisais le bac, le programme de délestage était en vigueur. J'ai étudié le bac avec la bougie, et alors que je suis du centre. Je veux dire que je comprends la passion, nos passions individuelles quand on parle des problèmes qui nous concernent. Et moi, mon recul quand tu parles de ça, parce que je ne les connais pas forcément et je ne sais même pas, d'ailleurs, l'ampleur. Vous avez été à l'Est? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est ce que je dis. Vous avez été où à l'Est? J'ai été à Dimako, à Bertois, à Betare-Oya, à Doumé. Dimako? Oui. J'ai la chance d'être une... Je suis allée à Mouloudou, à la frontière. Donc, je fais partie de ces Camerounaises-là qui ont eu la chance. Vous avez traversé le bac de Ngoï, là? Mais... Non, ce que j'essaye de dire... Non, toi, tu crois que tu es un extraterrestre? Non, docteur et toi, ce que j'essaye de dire... Ngoï, à partir d'Abomban, c'est 8 heures de route. Docteur et toi, c'est pénible. Docteur et toi, ce que j'essaye de dire, c'est que les problèmes qui concernent votre région, que vous connaissez très bien, vous parlez de ça avec beaucoup de passion. Et d'ailleurs, c'est très important que les gens sachent. Moi, j'ai du recul. Et c'est important d'être passionné. Et moi, j'ai du recul parce que je n'en sais rien de ces problèmes. Je ne suis même jamais allée à l'Est. Cependant, je suis aussi camerounaise. Dans ma région, on n'a peut-être pas les mêmes problèmes que vous, mais nous en avons aussi. Mais un chef de l'État n'est pas dans les spécificités microscopiques. Il est dans une vision macroscopique et ciblée. Il a choisi de mettre de l'équité en mettant une université là où il a estimé qu'il y en avait pas. De mettre de l'égalité. Non, je dis l'équité. Ça, c'est l'égalité. Donner la même chose à tout le monde, c'est l'équité. Non. Et donner... Et non. faire... Non. C'est ça. L'équité, il a fait de l'équité. L'équité... Ça, c'est de l'égalité. Non, l'équité, c'est de donner tout le monde une région. Non. L'équité, c'est de donner un head start. Le taux, pourquoi on finit par mettre une université? C'est le postulat est simple. Taux de scolarisation faible. Les gens doivent quitter là-bas pour aller loin. Peut-être en rapprochant, on va élever tout ça. Donc, ça veut dire qu'on donne un head start aux gens pour qu'ils reviennent au niveau égalitaire de tout le monde. C'est de l'équité qu'il essaye de faire. Je comprends ça. Cependant, tant que nous sommes encore dans un État unitaire, je veux dire, ces universités, malheureusement, ne sont pas créées, comme vous l'aviez si bien dit, seulement pour les gens de l'Est, y compris parce que vous l'avez si bien dit. Le taux d'occupation de ces universités réelles par ces ressortissants est très bas. On pourrait se retrouver avec une université qui regroupe tous les Camerounais et that's normal, c'est normal. Ce qu'il faut, la planification, je reviendrai toujours à une vision macroscopique. Il faut voir le Cameroun de demain. Les institutions qu'on crée aujourd'hui doivent être pour la prospérité du Cameroun là où il y en a besoin. À l'Est, il y a de l'or, il faut mettre des écoles, y compris même des écoles pour aider les gens à pouvoir vivre de cette activité. De ce point de vue, je vais finir en disant que je comprends, mais également d'autres régions ont des problèmes. Et le fait de faire de l'équité quelque part
n'a pas vocation, je dis encore, je ne suis pas l'avocat, n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes. Non. On ne pourrait pas. Ambroise José-Somba. Mais le président Monsieur de Dupita, région, il va faire. on le dit très souvent, là où faut la qu'on lui route donne passe, les le moyens. développement suit. Et là où on installe une université, c'est le développement qui s'enchaîne. Tout à fait. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, j'ai fait un tour à Soie, où j'y suis allé en 98 quand j'ai eu le bac, où je n'ai pas pu avoir une chance. C'est méconnaissable. Mais je vous dis aujourd'hui que Soie est une autre vie. c'est une autre réalité. Cela veut dire que, et c'est en cela que je relativise un peu le propos du docteur Etoile, parce que cela peut être même une mesure incitative. Des jeunes qui ne s'intéressent pas à l'école, qui sauront désormais que nous avons une université à proximité. Je pense que ça peut être un élément motivateur. Au-delà de cela, vous voyez, monsieur Etoile, la création d'une université répond aussi à des besoins politiques. D'ailleurs, vous l'avez dit, des besoins politiques parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos pénogoménal, que c'est depuis 2013 que vous avez souvent vu un certain nombre de revendications. Les populations de l'Est ont toujours demandé une université. Je crois que peut-être le président de la République a voulu donner du temps en apportant déjà cette esquisse de solution. Au-delà de cela, je vous rassure, la création d'une université vient régler un problème. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui de déplacement. Parce que je vous assure, on avait déjà voulu créer une succursale de l'université de Douala à Kribi. Et avec la création de l'université à Ebolova, c'est terminé. Cela veut dire que des étudiants que nous avons nombreux qui partaient de Kribi pour Douala peuvent rapprocher, c'est 70 km Kribi et Ebolova. Vous voyez donc, à partir de là, en passant par Comdé, si c'est goudronné. La route cherche au goudron. Mais je crois que les travaux sont très avancés. Oui, ils sont déjà avancés, oui. Ah bon? Oui, on a déjà engagé les travaux. Vous êtes sûr? Oui, Bon, je passe sous toute réserve. Le président du Si conseil la régional- population de la Comdé vous suivez, Je passe sous toute réserve. Bon, il semble que les plans de commande du bitumage ont déjà été posés. Alors, ça veut donc dire quoi, monsieur? L'université, moi je pense que le président de la République vient par ce fait résoudre un problème important. Au-delà des déplacements, vous savez également que ce que nous attendons à la suite de cela, comme j'ai évoqué tout à l'heure, au-delà de ce qu'on ne reste pas dans les théories politiciennes, nous voulons que, moi j'avais souhaité qu'à la suite de ce propos de la création des universités, que le président de la République songe également à améliorer nos conditions, non seulement de travail, et aussi salariales. Vous savez qu'il y a un recrutement de 2500 enseignants d'université. Et je crois que la création de ces universités viendra poser ce problème. Parce que l'université de Douala, comme le disait le recteur Magloire l'autre jour, ne peut pas recruter tous les docteurs. Et je pense que les 3 que nous sommes en train de créer peut être un moyen justement de juguler le phénomène en prenant justement quelques enseignants. Donc c'est pour dire que je finis, je chute par là pour indiquer que c'est une bonne chose, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que le président ne reste pas dans la théorie. Qu'on crée ces universités, moi je suis prêt à aller enseigner à Ebolova, pourquoi pas? C'est une très bonne chose d'échanger un peu d'air. Bah, je voulais préciser pour la route qu'elle n'est pas, vous le dites, hein, vous avez bien fait d'attirer notre attention dessus. Cette route reste problématique et Ebolova comme 2 pour Kribi. Voilà. Non, il ne faut pas qu'on sorte de l'émission, on dit que non, docteur Etoile est contre... l'université. Non, on l'a pas dit. On l'a pas dit. Je dis... On, dit que parce que- on dira que docteur Etoile a reçu 1, mais il en demande 2. Puisque Il le en mec qui demande deux. reçoit en demande Non, davantage. Il a reçu le toit, mais il veut les... Je le Ouais, dis parce les que, balises. vous savez, moi je vais régulièrement à l'Est, parce que c'est pour ça que j'en parle avec émotion. Si vous voyez l'état des routes, l'état des écoles, avant que je ne soutienne l'école du village, les enfants faisaient 15 km à pied pour aller à la prochaine école. Quelle est la probabilité pour un enfant qui fait 15 km à pied d'accéder à l'université? La probabilité est proche, j'ai envie de dire, de 0. Parce que c'est même Docteur, vous avez fait toutes vos études à l'Est? Non, Ah, d'accord. non, justement. Et c'est un déterminisme. Vous savez, moi, je... Mais c'est pour docteur, ça- pourquoi, non, je vais vous dire. l'Est et pas l'Ouest? C'est ce Non. que je veux relever dans ce l'extrême nord. plateau. Non, j'en parle. Les problèmes sont assez... Non, écoutez, Les moi j'ai problèmes- pris l'angle de discuter parce que, évidemment, je parle de ce que je maîtrise. C'est ça. Vous voyez, moi je suis au nord et tout ça, en mission et tout, je suis au sud aussi. Moi je vous parle de ce que je maîtrise. Ce que je dis, et c'est Hugo qui avait dit, quand je parle de moi, je parle de vous. Absolument. Écoutez, ce que je dis est
vous pouvez transposer ça Voilà. dans la région du Sud. Vous pouvez transposer ça. Moi, j'étais à Tcholiré et tout ça là, et à Mayo, Oulo et tout ça dans le Grand Nord. Voilà. Donc, c'est pas une manière de dire que je suis un activiste de la région de l'Est. J'en parle, je prends un exemple pour dire, parce que je vis ça. Quand vous arrivez au village, mais c'est comme les populations sortent comme des zombies et tout ça là pour essayer d'avoir 500, un morceau de savon et tout ça. Un milieu de pauvreté ambiant. Oui, Et on ne sort de la pauvreté que par l'éducation. Et c'est pour cela que je suis vraiment un activiste. Ça fait 6 ans et tout ça qu'on soutient avec un groupe d'amis. Très très bien. On soutient l'éducation. Mais ça ne peut pas être suffisant parce que vous allez juste faire pour votre... C'est pour ça que je dis que chacun... Il faut des prenne politiques responsabilité. publiques nationales. Le président de la République a dit qu'il crée une université. Ouais. Mais ça ne va pas résoudre les problèmes de développement de l'Est. Il faut créer des politiques publiques nationales. C'est pour cela. Et en même temps, exiger de chacun qui a été nommé, qui a des responsabilités, de contribuer de manière perceptible. Honorable, c'est pour cela que... Parce que vous savez, quand le président a annoncé la création, il y a une marche spontanée dans la nuit. Et c'est pour cela que je dis, il ne faut pas que les gens s'endorment en disant que l'université sera la panacée. Voilà. Je dis non. Il faut qu'on se réveille. Il faut que ce soit les autorités nationales, les autorités régionales, les élites, toutes les autorités locales. Et il faut qu'on se réveille et dire que non, il faut alimenter cette université en étudiants. Je ne veux plus... ça dit que c'est très difficile de voir... Vous arrivez des gens de votre génération qui ont été obligés. Nous, on a pu peut-être sortir de là parce qu'on avait 1 ou 2 parents et tout ça qui nous ont amenés en ville. Mais les gens qui n'ont pas pu, il y a une forme de déterminisme qui les cloue dans la pauvreté. Et je dis non, 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 non. Il va falloir, et tout ça là, remettre en place des politiques publiques robustes, solides pour l'éducation de base. Ouais. L'éducation des jeunes filles. Le taux, je dis, docteur Baga, vous êtes des femmes ici. Allez analyser les chiffres de taux de déperdition scolaire des jeunes filles dans les régions de l'Est ou bien, et tout ça que je maîtrise. Mais c'est effroyable. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Je veux que des jeunes filles alimentent, fréquentent dans cette université. Et tant qu'on ne remet pas, évidemment, ces politiques-là en place, c'est-à-dire qu'on redessine la carte scolaire pour qu'un enfant soit à moins de 30 minutes de marche de l'école, il faut qu'on mette en place, c'est-à-dire qu'on construise des bâtiments, qu'on alimente avec des enseignants, et tout ça, avec des politiques évidemment de soutien à l'éducation, c'est-à-dire des politiques sanitaires, avec des hôpitaux qui sont tout autour, des politiques agricoles. Bref, l'Est est à construire. Vous avez un président du conseil régional. Oui. Je pense que le message, l'Est, il n'y a pas que l'Est qui a construit. Prendre ce cas-là, mais la décentralisation doit être effective. Chacun doit faire. D'accord. Je voudrais qu'on ressorte. Il ne faut pas que ça reste un mot. On leur donne les moyens. Je voudrais qu'on ressorte. Tout à l'heure, on a effleuré la question, mais sur le plan sanitaire. Mais là, on est là. C'est la première émission de l'année, certes, mais c'est la dernière avant la CAN. Je voudrais quand même qu'on ressorte avec un mot de chacun sur cet événement grandiose. Ce sera le monde, pas que l'Afrique, qui aura le regard sur le Cameroun pendant 3 semaines, 1 mois. On a toutes les stars mondiales qui sont là, parties de tous les continents. On a tous les médias qui sont présents et le Cameroun fait donc sa fête sportive à partir du 9. Bon, dans un environnement sociopolitique relativement frileux. Un environnement sanitaire, les médecins disent sous contrôle, mais restons vigilants. Un environnement économique relativement tendu avec cette taxe sur la tontine pour parler comme l'autre, mais je veux dire sur les transactions numériques. Cette CAN, comment on la reçoit, comment on l'accueille, comment on vit avec nos hôtes. Pour sortir, ce sera le mot de la fin, Marie-Lise Rose. Oui, la CAN est là. Elle sera sucrée. Elle sera sucrée parce que effectivement, elle a été attendue. Elle sera sucrée parce que des efforts colossaux ont été faits pour que le meilleur soit offert à nos hôtes.
Et elle sera sucrée également parce que je pense que les mesures suffisantes ont été prises pour que sur le plan sanitaire et sur le plan de la sécurité, nos hôtes soient accueillis dans un environnement protégé. Et c'est la raison pour laquelle je dis à certains de ne pas faire des imbéciles, à projeter du vacarme ou du désordre. Tout le monde sait qu'ils ont des choses à dire, qu'ils attendent. Nous allons tout reprendre après la CAN. Dans tous les cas, à l'observation, apparemment, la classe politique, tout au moins, a sifflé comme une période de trêve. Tous les leaders politiques. Donc la marche tous les leaders politiques jusqu'à tout récemment, tous les leaders politiques jusqu'à tout récemment, ce soir notamment, appellent à observer une forme de trêve pour accueillir cette CAN. Ambroise Luson. Oui, M. Dipita, je crois qu'en début excuse-moi, Luson, s'il te plaît. La petite crainte que j'ai, par contre, c'est un peu le panier de la ménagère. C'est pourquoi? Non. Parce que pour que les populations ressentent la CAN, il faut que ça bouge dans tous les quartiers, dans les quartiers populaires comme dans les quartiers UP, etc. Et la situation est un peu tendue dans les quartiers populaires parce que effectivement, le panier de la ménagère a des petits soucis. Alors comment faire? Très sincèrement, je ne sais pas. Mais je sais quand même que ça risque de... On va terminer rapidement parce qu'on n'a plus que 2 ou 3 minutes. Oui, je vais m'approprier les propos du président de la République. La CAN sera une très belle fête sportive. Et je crois que lui-même, il a une autre carte à jouer. Vous savez, c'est depuis, là, on a organisé en 1972, ça va faire 50 ans en 2022. Donc nous espérons que le président de la République puisse, dans un acte de magnanimité, libérer un certain nombre de Camerounais qui ont marché par poussée du 22 septembre et d'autres Camerounais qui sont en prison, à qui il reste par exemple un an ou 6 mois. Vraiment que le président de la République pose cet acte de magnanimité avant le début de la CAN. Je pense que dans l'unisson, nous allons accompagner nos lieux à la victoire. Ambroise Luson, docteur Roger, toi. Oui, le sport est un moyen puissant d'unification des peuples et tout ça. On l'a vu, moi j'ai vu un petit échantillon pendant le Chan. Pendant le Chan, je peux dire que même les zones en trouble étaient un peu... Il y a eu de la calmie. Donc, ceux qui disent que le sport ne sert à rien, non, je ne pense pas que le sport... Et on l'a vu, que ce soit sur la question de la paix civile, et tout ça, on le voit. Les investissements économiques ont été massifs. On a vu, on a de nouveaux stades. Mais en ce qui nous concerne, on a 10 nouveaux hôpitaux flambants neufs avec des équipements de dernière génération. On a vu de nouvelles routes et tout émerger. Je pense que j'ai lu un rapport où le Cameroun avait dépensé à peu près, je crois, 500 milliards. Donc, c'est un moyen qui permet quand même au pays de faire un saut qualitatif. Maintenant, par rapport à tous ces défis que vous avez énumérés, le Cameroun est un pays de défis. C'est un pays à part, comme on dit. Le Cameroun, c'est le Cameroun. On a toujours essayé de traverser des périodes difficiles, même quand le vent était défavorable. Merci. Donc je pense que je croise les doigts que tout va bien se passer et que probablement le Cameroun va gagner le trophée. Docteur Marie Baga. Écoutez, situation exceptionnelle, comportement exceptionnel. Malgré tout, le Cameroun vient quand même de loin depuis 2018. On a connu des choses que nous n'avions jamais vues. Les crises politiques, le Nozo depuis plus de 2018 d'ailleurs. Je pense qu'on aurait besoin d'un peu de calme, un peu de repli, de se retrouver autour de quelque chose qui serait récréatif en réalité pour que tout le monde souffle. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose que la CAN finalement puisse se tenir au Cameroun et que tout le monde donne du sien pour essayer de faire face. Vous savez, dans nos familles, on dit on ne fait pas des problèmes quand les gens sont là. On fait bonne figure et quand ils partent, on revient, on continue les problèmes. Je pense que si les Camerounais, tous autant qu'ils sont, pouvaient respecter ça et après on restera laver le linge sale en famille. En tout cas, en ce qui nous concerne dans la diaspora, à Washington, à l'ambassade, avant de venir, je suis passée pour récupérer mon nouveau passeport. Et c'était assez optimiste pour ceux qui prenaient les visas pour venir.
ici et ceux qui prenaient leur passeport pour venir à la CAN finalement. Moi, c'est une coïncidence, je ne suis pas très football, mais je serai le 9 à Olembe, s'il plaît à Dieu. Je suis vaccinée 3 doses et je vais faire mon test. Donc la CAN, qu'elle soit sucrée pour nous tous, y compris la diaspora. Et pour terminer, il ne nous reste plus qu'à souhaiter à l'équipe, puisque dans le fond, c'est aussi ça l'enjeu, à l'entraîneur Conseil Sao et ses 22 joueurs, 28 désormais, avec les conditions sanitaires, d'être au soir du 6 février, le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 33e édition. Bonsoir et à mardi prochain. Alors, excusez-moi.